Je vous remercie d'être venus nombreux. Conférence inaugurale du cycle des insectes et des hommes. Donc cette conférence sera donnée par Christophe Bressac, qui est maître de conférence à l'Université de Tours. Et donc ce soir, il va vous parler des insectes dans les filières alimentaires. Est-ce une évolution ou une révolution? Donc Christophe, je te laisse la parole. Aujourd'hui, je vais vous parler des insectes dans les filières alimentaires. On se posera la question de savoir si c'est une évolution ou une révolution. Je sens que je vais enlever le masque, si vous me permettez. Je ne crois pas que le micro diffuse les contaminants. Et je dois être le seul à ne pas avoir présenté mon passe sanitaire à l'entrée. Tant pis pour vous. Et donc, on va se poser cette question-là au regard des filières de l'alimentation. Alors, je vais peut-être en décevoir certains. On ne va pas trop parler d'insectes à manger directement. Et est-ce que en an 3000, on mangera des insectes ou pas? Je pourrais vous demander la même chose avec les algues, les escargots ou autres. Et vous me répondrez peut-être. Et vous me répondrez, on ne sera plus là pour le savoir, etc. Donc, il y aura beaucoup de choses. Sinon, vous ne voyez pas l'écran. Il y aura beaucoup de choses qui resteront en suspens et qui seront peut-être de l'ordre de la discussion. Je ne suis pas devin non plus. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui sont actuelles, qui sont pour la plupart relativement récentes. Et puis, je vais surfer un petit peu sur cette vague nouvelle, du tout nouveau, tout beau. C'est tout nouveau, c'est tout beau, ça intéresse les journalistes, ça fait vendre du papier. C'est-à-dire qu'on est en train de construire actuellement en France. Ici, celle-là, elle n'est pas encore construite. Celle-là, elle est déjà construite. Des usines qui vont produire des insectes en grande quantité. En grande quantité, ça veut dire de l'ordre du millier de tonnes. Alors, on n'est pas dans le million de tonnes non plus, mais de l'ordre du millier de tonnes. Cette usine, par exemple, ici, qui a été terminée au mois de mars de cette année, est une usine qui espère pouvoir produire 16 000 tonnes par an. Je vous laisse calculer en camion ce que ça peut faire. 16 000 tonnes d'insectes, ça fait une quantité énorme. C'est vrai que si les filières qui étaient les filières alimentaires voulaient uniquement vous nourrir et nourrir les animaux dont vous mangez les produits avec des insectes, il en faudrait beaucoup plus que 16 000 tonnes. Là, on parlera en millions. Et puis cette usine-là, vous voyez, fait son titre sur le fait qu'il y a 3 ministres qui sont attendus. Ils sont venus en fait, sur le chantier d'une entreprise qui s'appelle Insect, la plus grande ferme verticale du monde. Alors j'ai beau tourner l'image dans tous les sens, je ne vois pas en quoi elle est verticale, mais c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des rayonnages et en fait, on met les insectes les uns sur les autres, alors que la plupart des animaux d'élevage ne sont pas élevés de cette manière-là. Donc on voit bien que le côté sensationnel, que le côté nouveau est très attirant. Ça intéresse aussi le public parce qu'on a sans doute devant nous quelque chose qui est à la fois nouveau, inattendu, mais en même temps qui fait peut-être un petit peu peur. Et c'est à travers ce discours en fait, que nous allons évoluer dans les filières alimentaires. Alors, je vous représente un petit peu l'univers dont je suis issu et dont certains collègues présents ici, et Elisabeth, que je remercie, sont aussi, on va dire, attachés. Ça, c'est l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. C'est officiellement le plus grand laboratoire d'Europe qui travaille sur les insectes, qui est spécialisé sur la biologie des insectes. C'est dans le parc de Grandmont. Donc, vous pouvez voir très facilement ce bâtiment avec ces jolies images en passant dans la rue. À l'intérieur de ce bâtiment, vous avez une soixantaine de personnes qui étudient les insectes sous tous les aspects. Certains même étudient les insectes qui sont morts depuis longtemps, comme Jérémy qui est au fond, qui étudie les insectes à l'époque gauloise. Donc il y a énormément de points qui sont des points d'attache et d'intérêt sur la biologie des insectes, et l'entomophagie, la consommation des insectes, en fait quelque chose qui est un des débouchés, une des vues, mais pas forcément toutes les vues sur les insectes, bien entendu. On peut aussi parler de santé, on peut aussi parler d'agriculture, bien entendu, et de tout ce qui tourne autour de la biologie des insectes. Et donc, je vous invite à regarder les pages Internet et les diffusions d'informations de cet institut pour savoir ce qui s'y passe. Dans cet institut, il y a un axe qui est un axe de recherche qui s'appelle les stratégies alimentaires et sanitaires pour demain. Et dedans, il y a un intérêt commun de quelques chercheurs sur les insectes comme source de nourriture pour les animaux et pour les humains. Et puis une deuxième facette dont je vous parlerai peu aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'entomoconversion, c'est-à-dire utiliser des insectes pour transformer de la matière vivante en une autre matière vivante, alors en l'occurrence souvent de la matière morte en une autre matière vivante, dans le sens où les insectes sont aussi des bioconverteurs. Ça veut dire qu'ils sont capables de transformer une partie de la matière organique que nous, les humains, ou les animaux d'élevage ne sont pas capables d'utiliser. Alors, on retrouve ça chez d'autres types d'organismes vivants, des champignons, des bactéries, etc. Mais les insectes sont une voie de bioconversion, en particulier pour réduire les déchets.
hein, pour pouvoir retransformer ces déchets en quelque chose d'intéressant. Alors il faut que l'insecte qu'on ait produit soit intéressant, parce que s'il n'est pas intéressant, ça ne sert à rien de se dire on va transformer un truc pas intéressant en un autre truc pas intéressant. Et c'est toute cette science-là qu'on appelle l'entomoconversion. Et moi, je travaille plus particulièrement sur les stratégies de reproduction. Ce n'est pas ce dont je vous parlerai aujourd'hui, mais des collègues travaillent sur la prévention des risques sanitaires, comme Elisabeth qui a introduit ma conférence. L'optimisation des systèmes d'élevage, le métabolisme, les normes et la traçabilité font partie de nos domaines d'intérêt. Alors, en fait, en tant que spécialiste des insectes, on est aussi, en tant que chercheur, on va dire, à même d'avoir un discours qui est un discours d'éleveur, en quelque sorte. C'est-à-dire que de reprendre des principes qui sont des principes de l'élevage des animaux et se dire que puisque les insectes sont des animaux, on peut y adapter certaines techniques, certaines méthodes, certaines approches. Alors vous allez voir que les insectes sont des animaux, ça va revenir assez souvent dans mon discours, parce que à un moment ou à un autre, ça va être bien, puis des fois ça va être moins bien que les insectes soient des animaux. J'appartiens aussi à des filières qui sont des filières d'enseignement qui s'appellent biologie agrosciences, qui forment des étudiants et des apprentis dans le domaine de l'application des agrosciences. Alors, les agrosciences, c'est toutes les sciences agronomiques et en particulier dans les filières d'élevage. Donc je suis enseignant dans ces filières-là et j'appartiens aussi à l'IUHCA, qui est l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, dans lequel j'interviens de temps en temps pour des aspects peut-être un peu plus culturels, un peu plus historiques. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais je peux discuter avec mes collègues qui sont spécialistes de ces questions-là. Petite introduction sur les insectes. Les insectes, quand on dit les insectes, c'est comme si on disait les mammifères. Hein, les mammifères, donc vous avez des taupes, vous avez des dauphins, vous avez des baleines, tout ça c'est des mammifères. Les insectes c'est pareil, avec la même variabilité, c'est la classe des insectes. Et la classe des insectes représente énormément on va dire de variabilité, de variété. On a estimé qu'il y avait 400 millions d'années d'évolution, ce qu'on appelle le Dévonien. À cette époque-là, c'est les poissons qui sortent de l'eau. Donc, il ne faut pas imaginer les humains en train d'aller manger une noix de coco, etc. Ce n'est pas du tout ça. On est bien avant l'apparition des mammifères et à des formes de vie qui soient des formes de vie terrestres qu'on connaît actuellement. Et à l'époque, il y avait déjà des insectes. Et puis, c'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Monophylétique, ça veut dire qu'ils sont sans doute issus d'un ancêtre commun. Un ancêtre commun qui leur a donné des caractères communs. Positif, ça veut dire que c'est des caractères qui ne sont pas négatifs, excusez-moi. On ne parle plus d'invertébrés, parce que ça, c'est un caractère négatif. Alors, ce n'est pas pour ne pas les vexer, c'est parce que la taxonomie, maintenant, se base sur des caractères qui sont des caractères d'acquisition progressive et pas de disparition progressive. C'est pour aller toujours dans le même sens. Un corps en 3 parties, une paire d'antennes, une seule, alors que les crustacés en ont 2, par exemple, 3 paires de pattes et 2 paires d'ailes. Et ça, ce sont des caractéristiques que tous les insectes partagent, et c'est les organismes en eux-mêmes. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont grouillants, parce qu'ils chantent ou autre chose. C'est ça qui font les caractéristiques générales de ce qu'on appelle la classe des insectes. Alors, ils ont colonisé presque tous les milieux terrestres, et presque tous les milieux, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on en cherche, on peut en trouver. Et puis, j'ai même Claudio, là, qui est dans la salle, un de mes collègues, qui étudie les insectes qui vivent à des grandes profondeurs au fond des océans, et qui sont les insectes qui sont les poux qui voyagent avec les mammifères marins. Et je crois que c'est le morse qui va le plus loin, donc des insectes qui résistent à des pressions énormes et qui ont colonisé en fait l'univers marin de manière indirecte, puisqu'ils se promènent avec des mammifères qui eux-mêmes vivent dans les milieux marins. Donc on en trouve partout, ou presque partout, contrairement à d'autres groupes qui peuvent être présents qu'à certains endroits. Alors, les insectes sont souvent associés à la biodiversité, et ça, c'est une question aussi qui est une question extrêmement importante en ce moment dans tout ce qui tourne autour de la protection de l'environnement et puis des sciences de l'écologie en général. Et cette biodiversité, alors les chiffres sont relativement faciles à prononcer, mais pas forcément faciles à vérifier. Dans certaines sources, on trouve 1,3 million d'espèces qui sont décrites actuellement. Il y a près de 10 000 espèces, nouvelles espèces qui sont décrites tous les ans. Et selon les estimations, il y en aurait entre 5 et 80 millions d'espèces qui vivraient à la surface de la Terre. Et le temps qu'on les découvre, il y en a d'autres qui disparaissent, etc., etc. Et puis les méthodes évoluent aussi pour pouvoir les décrire. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'espèces. Retenez qu'il y en a beaucoup, retenez pas un chiffre, mais il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi de variabilité, de différenciation et de spécialisation. Les insectes représentent 55% de la biodiversité des espèces vivantes et 85% de la biodiversité des espèces animales. Ça, c'est en nombre d'espèces.
que cette biodiversité est calculée. Mais il n'y a pas que cette biodiversité qui nous intéresse, il y a aussi la biodiversité qui est la biodiversité, on va dire, de la masse que représentent ces individus. Alors, c'est pareil, je trouve une estimation de 10 puissance 19, ça fait 10 milliards d'individus qui vivent en même temps à la surface de la Terre. Alors, je ne les ai pas comptés. Donc, vous voulez commencer maintenant, ça finira assez tard. Mais ça, c'est des estimations qui sont faites sur des populations, sur des écosystèmes qui sont décrits. Et puis ensuite, on multiplie par le nombre d'hectares ou autres qu'on retrouve de ces écosystèmes. Et puis, la biomasse totale, c'est-à-dire si on pesait tous les insectes en même temps, ça ferait 300 fois la biomasse humaine. Et ça ferait 4 fois celle des vertébrés sauvages. Donc ça ferait une quantité de biomasse qui est très importante, qui n'est pas forcément la plus importante si on la compare aux plantes, à des bactéries ou à autres, mais qui fait une masse d'individus qui est importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais les insectes, ils sont très nombreux, mais en même temps, ils sont tout petits. Donc ça ne fait pas grand-chose. » Mais si, ça fait des masses qui sont aussi très importantes. Et ça, c'est quelque chose qui, on va dire, intéresse beaucoup aussi les gens qui veulent introduire les insectes dans les filières d'alimentation, c'est qu'on a une ressource qui n'est pas inépuisable, parce que ce n'est pas la peine de dire qu'une ressource est inépuisable, on sait très bien que ce n'est pas vrai, mais une ressource qui représente des quantités qui sont des quantités importantes en termes de potentiel, pas forcément de nourriture, mais de potentiel de biomasse. On va appeler ça la biomasse. D'accord ? Alors maintenant, si on revient à nos insectes, en termes un petit peu de biologie, vous savez que la larve peut être très différente de l'adulte. Alors ça, c'est des colorants artificiels, c'est des asticots pour la pêche. Vous en voulez des bleus, des jaunes ou des roses. Et puis, les adultes correspondants, là, qui sont des mouches. Donc la larve est différente de l'adulte. L'adulte, c'est le stade qui se reproduit et qui ne grandit plus. Ça, c'est la définition, on va dire, de l'adulte, qui n'est pas tout à fait la même chose que chez les humains ou chez les mammifères. Certains insectes ne sont jamais adultes, comme les ouvrières de fourmis, les ouvrières d'abeilles. Je n'ose pas parler des termites parce que je vais me faire allumer par un collègue qui est au fond de la salle. Mais il peut y avoir aussi des stades de termites qui ne sont jamais adultes. Certains adultes ne sont pas adultes, puisqu'on a des insectes chez lesquels il y a une prépuberté, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un adulte, mais en fait, les testicules ou les ovaires ne sont pas fonctionnels. Donc, à ce moment-là, l'individu n'est pas encore adulte. Et puis, on a même des insectes qu'on appelle climatères. Climatères, ça veut dire ménopausés, en quelque sorte. Ça veut dire qu'ils sont toujours vivants, ils mangent toujours, mais en fait, ils ne pourront plus jamais se reproduire parce qu'ils ont fini leur potentiel de reproduction. Ça aussi, c'est intéressant, vous le voyez, en élevage, parce que si on veut un jour élever des insectes et qu'on veut les reproduire, il faut connaître leur cycle de reproduction et savoir que finalement, il y en a certains qui ne servent à rien, parce que soit ils ne se reproduisent pas encore, soit ils ont déjà fini de se reproduire. Et puis, la larve peut vivre à l'intérieur de la nourriture. À ce moment-là, la nourriture, on l'appelle du substrat, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on a chez l'habitude chez les animaux d'élevage, où on a une nourriture qui est juste une nourriture de préhension, une nourriture d'alimentation. Là, la larve vit à l'intérieur. Ça veut dire que ça pose aussi d'autres problèmes en termes d'élevage ou en termes de maîtrise de cette nourriture. À ce moment-là, on appelle ça un substrat pour pouvoir décrire sa complexité, en quelque sorte. Alors, une petite page de pub, l'animal le plus connu du monde, c'est un insecte. C'est Drosophila melanogaster. Et beaucoup de gens oublient que c'est un insecte. J'ai même eu des exposés dans certaines universités où les gens disaient à la fin, on sait que c'est vrai chez Drosophila melanogaster, mais on ne sait pas si c'est vrai chez un insecte. Alors, des fois, ça clignote pas trop vite. Et donc, c'est un insecte chez lequel il y a énormément de choses qui ont été faites, énormément de métabolisme, énormément de biochimie, énormément de génétique qui ont été faits. Ça veut dire que c'est devenu un modèle humain pour beaucoup de mécanismes humains, soit des mécanismes de maladie, soit simplement des mécanismes de physiologie classique. On va aller reproduire chez cet insecte-là, ces mécanismes-là, de façon à les étudier plus facilement. Et la connaissance qu'on a de Drosophila melanogaster et des insectes apparentés peut être un modèle humain qui peut être aussi utilisé sur d'autres types d'animaux assez proches des humains, que sont par exemple les mammifères d'élevage. Et ça, c'est une facette de la connaissance des insectes qui est en train de se mettre en place et qui peut permettre une approche complètement différente, parce que connaître un insecte ou un organisme qui est très proche de ceux qu'on a envie de produire, c'est souvent beaucoup plus facile que de partir d'une feuille blanche. Et la feuille blanche, ça peut être par exemple quand on a essayé de mettre en place de la commercialisation de la spiruline, qui est une algue verte. C'est la première algue verte qui a été développée pour l'alimentation. On n'avait pas de modèle, on ne savait pas trop comment ça marchait. Donc on a dû tout mettre en place. Je ne dis pas on, c'est pas moi, c'est les chercheurs qui ont travaillé dessus. Alors que là, on a des modèles qui sont des modèles déjà établis. Si on arrive à nos insectes dans les filières d'alimentation, la première chose à laquelle on pense, c'est que les insectes sont des nuisibles. Ce sont des nuisibles dans lesquels il peut y avoir des résidus, des seuils,
On a souvent, nous, au laboratoire, des emails ou des téléphones de gens qui vendent de la farine, qui vendent des fruits, qui vendent d'autres choses et qui disent à partir de quand, de quelle quantité on peut dire que notre stock n'est plus vendable, etc. Alors on renvoie la balle en leur disant vous voulez 0 insecte, et si c'est 0, c'est 0. Vous en voulez 1%, vous en voulez 1 sur un échantillon 10, enfin, etc. Donc ça, ces seuils de nuisibilité sont assez compliqués à mettre en place, surtout que la plupart du temps, notre génération, je mets tout le monde dans le même sac, hein, notre génération a pris l'habitude de ne plus avoir d'insectes dans la nourriture. Hein, donc, est-ce que les générations suivantes auront l'habitude de retrouver des insectes dans leur nourriture? J'en sais rien. Mais en tous les cas, les insectes sont des nuisibles. Et puis, on en retrouve aussi sous forme d'ingrédients. Sous forme d'ingrédients, vous avez ici, ça c'est une publicité qui a été faite sur lesinsectescomestibles.fr. Et donc, vous en retrouvez alors, sous forme d'impureté dans le beurre de cacahuète. Moi, personnellement, je n'en mange pas tous les jours. Dans tout ce qui est coloré en rouge, puisque ce qui est coloré en rouge et qui doit cuire. Ce qui est coloré en rouge et qui doit cuire contient souvent du rouge de cochenille parce qu'il est stable à la cuisson. Et donc, on en retrouve dans des bonbons, on en retrouve dans des yaourts, on en retrouve dans des choses là. Et puis, on peut en retrouver de manière fortuite dans d'autres types de produits. Donc, on en mange déjà. On n'en mange pas beaucoup, mais on en mange déjà. Ou on en boit, dans le cas de la bière. Et puis, alors là, je casse la baraque en arrivant directement sur quelque chose qui a impacté énormément notre alimentation, c'est la crise sanitaire, c'est pour ça que je l'ai souligné et je l'ai mis en gras, la crise sanitaire et médiatique qu'on a appelée en France la crise de la vache folle. Alors pourquoi je suis passé là? Parce que finalement, on peut manger ce qu'on veut, on peut vendre ce qu'on veut, à partir du moment où ça respecte des règles sanitaires, qui sont des règles sanitaires qui, en Europe, ont été édictées à la suite de la fameuse crise de la vache folle. Ce qui est complètement différent de ce qui peut se passer sur d'autres continents ou dans d'autres juridictions. Nous, en Europe, on est réglé par une juridiction extrêmement stricte qui est issue de la crise de la vache folle. Alors vous allez voir, le rapport avec les insectes, il va falloir aller le chercher dans 2-3 diapos suivantes. Mais il va venir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 1985, on découvre une maladie dans les troupeaux en Angleterre, qui est une maladie inconnue, qui manifestement n'est ni une maladie virale, ni une maladie bactérienne, ni une maladie parasitaire. C'est une maladie du comportement et c'est très contagieux entre les bovins. C'est surtout les animaux adultes qui ont ça. Et ces animaux-là présentent, on va dire, des symptômes qui sont des symptômes de vache folle. On a appelé ça comme ça. Bon, en fait, c'est plus des troubles de l'équilibre et autres. On fait des tranches avec le cerveau de ces animaux-là et on se rend compte que leur cerveau est devenu une espèce d'éponge. C'est pour ça que ça s'appelle l'encéphalopathie spongiforme bovine, parce que c'était chez les bovins. Très rapidement, l'alimentation animale est mise en cause. Alors, je vous ai mis des titres ici, psychose, la Grande-Bretagne est disposée à abattre près de 3 millions de bovins, elle est disposée à abattre, elle ne les a pas abattus, mais en même temps, c'était pas qu'une crise médiatique, ça a été une crise sanitaire très importante. Et puis, je n'ai pas retrouvé les journaux de l'époque, mais il y avait des journaux qui titraient, tous ceux qui ont mangé du bœuf la veille vont mourir dans les 5 ou 6 jours. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, pas les journaux forcément très sérieux, parce qu'il y avait une association assez proche avec une maladie qui ressemble chez les humains, qui s'appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et qui peut, dans certains cas, on estimait, dans certains cas, directement transmissible. Bon, heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que sinon, il y en aurait beaucoup d'entre nous qui ne seraient pas là pour le raconter, mais c'était vraiment une crise sanitaire. De là est venue une crise médiatique, on va dire, relevée en quelque sorte, historiquement, c'est la première crise médiatique autour des problèmes sanitaires, c'était le sang contaminé. Vous savez, qui a justement produit des maladies, la transmission de maladies. Donc à partir de ce moment-là, les journalistes et le grand public se sont dit les politiques ne racontent pas que des choses qui sont vraies. Il y a des fois où on doute un petit peu. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu on va dire une crise médiatique, c'est-à-dire un doute sur le discours de certains politiques vis-à-vis du sanitaire. On l'a revécu il n'y a pas longtemps. Peut-être que je ne sais pas trop, etc. Il suffit d'aller il y a 2-3 ans pour voir, enfin il y a 2 ans, pour retrouver un peu le même discours. 1996, on interdit dans l'alimentation des animaux d'élevage tout ce qui peut venir d'un autre animal d'élevage. Pourquoi? Parce que dans la contamination qui a originale, qui a mis en place cette épidémie, on a trouvé qu'il y avait de l'alimentation qui était incriminée, en particulier ce qu'on appelait à l'époque les farines de viande. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça, parce que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, ça s'appelle les protéines animales transformées. Vous vous en souvenez? PAT, protéines animales transformées. Ça aussi, on va les revoir. Et ces protéines animales transformées étaient données comme complément alimentaire, en particulier à des bovins, et en particulier en Angleterre. Et pour faire des économies, on ne les avait pas chauffés assez fort, etc. Je ne vous raconte pas l'histoire.
En 1996, on interdit tout produit d'origine animale dans l'alimentation des bovins, des ruminants. Et puis 2000, on interdit tout produit d'origine animale dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage. Ça veut dire que d'un seul coup, toute une diversité d'aliments qui étaient disponibles pour les animaux d'élevage, donc pour les humains derrière, hein, c'est les animaux qu'on consomme ou dont on consomme les produits, a disparu entièrement des possibilités d'utilisation dans le domaine qui est le domaine de l'alimentation animale. Alors on est toujours dans cette crise de la vache folle. Hein, ça veut dire que ce n'est pas terminé, ça veut dire qu'on est toujours dedans, qu'il y a toujours des gens de l'agronomie, des gens des domaines vétérinaires ou des personnes, on va dire, des filières alimentaires qui réfléchissent toujours à ce qu'on a appelé à l'époque le principe de précaution, hein, et qui est toujours appliqué maintenant. Et on est encore avec ce principe de précaution. Là, vous avez, ouais, je me rapproche un petit peu des insectes quand même, parce que ces histoires d'insectes dans l'alimentation, eh ben, ça chatouille un petit peu le principe de précaution, comme on dit chez nous. Hein. Donc de là, on a connu une révolution pour l'alimentation animale. Et c'est juste le moment où les Français consommaient le plus de viande. 1995-1996, c'est le pic de consommation de viande des Français. Après, ça a diminué. C'est-à-dire que maintenant, chaque Français consomme 10 kilos de moins de viande que dans les années 1995-1996. Hein. Et ça continue à diminuer. Ce n'est pas que la faute des véganes. C'est simplement des habitudes de consommation et puis des choix de pouvoir d'achat. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc ça a remplacé la viande. Internet a remplacé la viande. Hein. C'est ce que disent les gens des filières animales. Ce n'est pas complètement faux. Donc vous aviez toute une législation qui s'est mise en place en Union européenne et qui a concerné les protéines, les graisses et les minéraux qui étaient rajoutés dans l'alimentation des animaux d'élevage avec ce qu'on appelle une liste positive. Donc là, vous avez un exemple, c'est la mise à jour de 2017. Une liste positive des substances qu'on a le droit d'utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage. Cette liste positive, elle est publiée au niveau de l'Union européenne et par principe, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Hein, ce n'est pas une liste négative qui interdit certaines substances, c'est une liste positive qui autorise certaines substances et de facto, celles qui ne sont pas autorisées, elles sont interdites. Et vous voyez bien que je ne le dis pas en filigrane, mais les insectes étaient interdits puisqu'ils n'étaient pas dans la liste positive. À l'époque, on n'en parlait pas. Et donc, cette révolution pour l'alimentation animale, c'est tous végétaliens. Hein, ça veut dire que, bien entendu, les bovins, bien entendu, les ruminants, alors là, je vous ai mis l'exemple des chèvres, mais aussi les volailles et aussi les porcs qui sont naturellement omnivores, sont devenus végétaliens. Hein, végétaliens, il n'y avait que du végétal dans leur alimentation. Donc quand on veut du végétal qui est riche en protéines, qui est accessible sur le marché, quand on veut aussi des graisses, on les oublie souvent, qui sont accessibles sur le marché pour pouvoir donner un petit peu d'énergie. Et puis vous savez, vous avez déjà vu l'alimentation pour animaux d'élevage, c'est des granulés. Pour que les granulés tiennent, on ne peut pas simplement mettre de la farine classique, mettre de l'eau et puis mettre ça dans une presse, ça ne marche pas. Hein. Donc il faut aussi mettre une colle. Et cette colle, c'est souvent des graisses. Hein, donc on rajoute de la graisse dans l'alimentation des animaux d'élevage. On appelle ça de l'huile, mais c'est de l'huile qui est figée à température ambiante, c'est donc de la graisse. Et donc le soja et l'huile de palme ont pris la place. C'est-à-dire que l'essor du soja dans l'alimentation des animaux d'élevage, l'essor de l'huile de palme dans l'alimentation des animaux d'élevage, on en parle un peu moins ça, hein, on en parle beaucoup dans le Nutella, etc., voire un petit peu dans les moteurs, mais on en parle moins dans l'alimentation animale, mais l'alimentation animale consomme aussi de l'huile de palme, consomme de l'huile de coco, consomme ce qu'on appelle des huiles concrètes. Hein. Et donc là, vous avez un exemple de culture du soja, je ne sais pas où c'est sans doute en Amérique du Sud, où vous avez là les moissonneuses qui sont guidées par satellite, vous les voyez, hein, ce n'est pas les petits paysans. Hein. Et derrière, pour ceux qui connaissent l'agronomie, vous avez les semoirs. Les semoirs, ça veut dire que l'interculture, elle fait 15 mètres, parce qu'on fait 3 cultures par an, et donc on ressème immédiatement. On fait soja sur soja. Le soja, ça épuise peu le sol. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses, et puis c'est sur des sols sableux, et donc on peut en mettre 3 récoltes par an. Et puis, le soja a été utilisé, il est beaucoup utilisé en alimentation humaine aussi, mais ce n'est pas le même, hein, pour ses propriétés qui étaient des propriétés de protéines de substitution, protéines de végétales de substitution. Donc, au moment de la crise de la vache folle, 1996-2000, les gens qui font l'alimentation animale se sont mis à formuler, ça veut dire faire une recette à partir de ces nouveaux produits, et puis après, ils sont rentrés un peu dans le moule en se disant, puisque ça marche, on ne va pas arrêter. Et hop, vous avez vu la consommation de soja qui a augmenté, et ça fait simplement 5 ou 6 ans qu'elle est remise en cause, maintenant, à cause des problèmes que ça peut poser en termes d'utilisation du soja, et puis on va dire de représentativité du soja vis-à-vis de l'alimentation animale, et donc derrière de l'alimentation humaine.
Alors, ça a donné lieu à une réglementation complexe, un marché tendu. Là, vous avez l'exemple d'une étiquette d'un aliment pour des chèvres, et vous voyez que c'est plus compliqué que l'étiquette d'un aliment pour les humains. Il y a plus de choses dessus. En particulier, il y a la liste positive avec les quantités de tous les additifs qui sont mis dedans. On n'a pas ça en alimentation humaine. Donc c'est une réglementation plus contraignante que l'alimentation humaine, qui a en quelque sorte verrouillé l'alimentation animale au niveau européen. Mais le principe de précaution est à ce prix. C'est-à-dire que les lois européennes ont été faites pour pouvoir se protéger des éventuels effets sanitaires qu'on peut obtenir, qu'on pouvait avoir à cause de l'alimentation animale. Alors, est-ce que vous mangez du carnivore? Qui mange du carnivore ici? C'est-à-dire que mange un animal qui est... Je n'ai pas dit qui est carnivore. Hein. Je dis qui mange un animal qui a lui-même mangé un animal. Alors, ce n'est pas les vaches, ce n'est pas les lapins. Pas les... Vous? Les chats, les chiens? Les poissons, très bien. Les poissons d'élevage en Europe sont des poissons carnivores. Ce sont des salmonidés, ce sont tous des carnivores. Ça veut dire que là, on se retrouve dans une impasse. 2000, on interdit l'alimentation à base d'animaux, contenant des animaux, dans tous les animaux d'élevage. Et tous les animaux d'élevage, ça veut dire soit on arrête complètement la pisciculture, l'élevage des poissons, soit on trouve quelque chose qui permette d'eux. Et ben, quelque chose qui permet d'eux, c'est la farine de poisson. Ça veut dire que la farine de poisson constitue une exception, en quelque sorte, chez les animaux. Et la farine de poisson peut toujours, en Europe, être introduite dans l'alimentation des poissons. On utilise ce qu'on appelle de la pêche minotière. Alors, on ne voit pas très bien, c'est un petit peu contrasté. La pêche minotière, ça veut dire qu'on nourrit des poissons d'élevage avec des poissons sauvages. Okay. Je vous laisse une heure pour la dissertation philosophique. Il faut 4 kilos de poissons sauvages pour nourrir 1 kilo de poissons d'élevage. C'est bon, vous continuez à manger du poisson? Donc vous voyez qu'on se retrouve dans une impasse, un petit peu un non-sens aussi, parce qu'on a un animal d'élevage qui est nourri à partir de produits qui sont eux-mêmes non renouvelables. Et puis, bien entendu, ce qu'on appelle la pêche minotière, ce n'est pas le bar de ligne, les gros flétans, etc. C'est tous les petits poissons qui sont en fait les bébés des futurs grands poissons. Et donc, on a tout un, peut-être pas un trafic, mais un commerce international autour de cette pêche minotière, autour de ce qu'on appelle ce poisson fourrage, qui conduit directement à une impasse au niveau durabilité. C'est une impasse environnementale, mais c'est aussi une impasse commerciale. Quand on aura tout mangé, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et donc, évidemment, il faut réagir à ça. Alors, les filières de production animale classiques, les filières alimentaires, donc mon bonhomme, il est là, vous voyez. Il mange des choses qui viennent la plupart du temps des usines, qui sont des usines de transformation, soit des produits animaux. Bon, je connais peu de gens qui vont boire le lait directement au pied de la vache. Donc on va dire que rien que le fait de mettre un frigo, mais une machine entre les deux. Et puis, bien entendu, la transformation. Alors j'aurais pu vous mettre des poules, j'aurais pu vous mettre des œufs, j'aurais pu même vous mettre des poissons. Et tout ça, ça crée ce qu'on appelle une filière issue du végétal, puisque le végétal, c'est la production primaire. Ensuite, cette production primaire, elle est récoltée, elle est stockée. N'oubliez jamais le stockage, parce que le stockage, c'est important. Ça veut dire que quand vous mangez de la farine, par exemple, au mois de juin, c'est du blé qui a été récolté au mois de juillet de l'année précédente. Ça veut dire que ça fait 11 mois que c'est dans les frigos. D'accord ? Donc, manger des fruits de saison. Ça ne va pas être terrible pour ça. Okay. Et puis il y a du transport, bien entendu, transport international, parce que on va utiliser du blé d'Ukraine qui coûte un peu moins cher, et puis le nôtre, on va le revendre à un autre pays qui va le transformer en pain, etc. Et puis tout ce qui est process de transformation et de transport autour de ces filières. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai mis, mais en gros, vous avez une filière classique, on va dire, d'élevage et de nourriture des humains. Alors, je n'ai pas mis la flèche qui va directement du végétal à l'humain, mais elle existe aussi et elle passe souvent par le même type de circuit, qui sont des circuits de collecte, de transport, de distribution, etc. Ce n'est pas parce qu'on mange des lentilles qu'elles viennent d'à côté. Elles ont subi un petit peu le même type de circuit que le reste de la production. Avec donc, pour les animaux, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette diapo ici, un extrait de la réglementation qui dit que les insectes, vous voyez, ils sont ici, les invertébrés terrestres morts. Les invertébrés terrestres morts ne sont pas utilisables dans l'alimentation des animaux d'élevage. Mais regardez, les invertébrés terrestres vivants, ils le sont. Et tant mieux, parce qu'en France, on a ce qu'on appelle l'élevage de poulets label. C'est les poulets qui vont à l'extérieur. Et si, dès qu'un poulet qui va à l'extérieur mange un insecte, il devenait automatiquement impropre à la consommation humaine, on serait quand même bien embêté. Ce ne serait pas très rentable comme type d'élevage. Donc les insectes vivants ont toujours été autorisés. Et il y a toujours eu à l'INRA, chez nos collègues de l'INRA, des essais chez les poules pondeuses, chez les poussins, etc.,
à partir d'insectes vivants. Le problème, c'est produire des insectes vivants, c'est pas évident. Quand c'est des larves, ça grouille encore un petit peu, mais alors quand c'est des adultes qui volent, vous imaginez le bazar. Donc, les invertébrés terrestres vivants étaient toujours autorisés. Et puis, ce qu'on appelle les protéines animales transformées, c'est-à-dire en gros les farines de viande, un peu plus propres, hein, ont toujours été autorisées chez les poissons d'élevage et chez les animaux de compagnie. Il ne faut pas oublier que les animaux de compagnie, je ne sais pas si vous connaissez le terme technique ou le terme anglais hein, pour désigner l'alimentation des animaux de compagnie, on parle de pet food, mais on devrait parler de pet feed. La différence entre les deux, c'est que feed, c'est l'alimentation animale, et food, c'est l'alimentation humaine. Donc, en gros, on dit que c'est de l'alimentation animale vendue comme de l'alimentation humaine. Bon, ça fait à peu près ça. Et donc, chez les animaux d'élevage, chez les animaux de compagnie, pardon, en particulier les carnivores, hein, donc les chats et les chiens, ces protéines animales transformées ont toujours été autorisées. Ça a été un petit problème après la crise de la vache folle, mais après, on a dit quoi? On fait quoi? On pique Mirza ou on continue à nourrir avec des résidus d'abattoir? En gros, c'est ça. Et puis, finalement, ça s'est bien passé. Donc, ça veut dire que la crise médiatique n'a pas touché les animaux de compagnie. C'est resté un marché, ça fait ça quand même 500 millions de tonnes, non, je dis une bêtise, 500 000 tonnes par an. Hein, le marché du pet food, hein, en France, c'est 500 000 tonnes par an, sachant que le marché de l'alimentation animale, c'est 20 millions de tonnes. Donc pour nourrir les vaches, les chevaux, les lapins, les poules, etc., c'est 20 millions de tonnes. Et pour nourrir les animaux de compagnie qui sont là, c'est 500 000 tonnes. Hein, d'accord ? Donc, on se retrouve dans quelque chose qui est un petit peu une transition de cote mal taillée entre on a le droit d'utiliser des insectes vivants pour nourrir des poules et éventuellement des cochons, mais ça n'a jamais été utilisé parce que le cochon, de toute façon, il ne voit rien, donc il mange ce qu'il y a dans sa gamelle, même si vous mettez n'importe quoi. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien de lui donner des insectes à manger. Et puis, chez les poules, on fait une sorte d'alimentation récréative où on se dit, pour éviter qu'elles se piquent entre elles, on va leur mettre quelques insectes à manger. Mais en gros, ça ne compte pas tellement dans l'alimentation des animaux parce que ce n'est pas facile à produire. Et tout ce qui était transformé était interdit. Même le fait simplement d'avoir des insectes congelés était interdit. Était interdit ou n'était pas autorisé, en quelque sorte. Et puis la Révolution a recommencé avec l'alimentation des poissons d'élevage, puisque finalement, les filières de poissons d'élevage se sont dit, alors je ne sais pas s'ils se sont dit, mais enfin ils ont profité d'une fenêtre ouverte en se disant, puisque les poissons d'élevage ont le droit aux protéines animales transformées, on va transformer des protéines d'insectes et puis ça va devenir des protéines animales transformées. Alors c'était un petit peu le pas vu, pas pris, mais en même temps, comme vis-à-vis du gouvernement français en particulier, on autorisait... Alors, c'est un truc que je ne vous ai pas dit ça. En France, la loi européenne a été durcie, c'est-à-dire que partout en Europe, on avait le droit d'utiliser dans l'alimentation des poissons d'élevage non seulement des farines de poisson, mais aussi des farines de viande. Ça veut dire des coproduits d'abattoir. Donc des oreilles, des queues, etc., qu'on avait réduit en bouillie, on avait le droit de les utiliser. Mais en France, on a décidé de mettre un double parapluie. Vous savez qu'une loi, une loi européenne, on a le droit de la durcir dans un pays, mais on n'a pas le droit de l'assouplir. Hein. Donc on a mis un deuxième effet parapluie en disant non, en France, on ne veut que de l'alimentation à base de poissons et pas du tout d'alimentation à base d'autre chose. Donc, on s'est retrouvé avec les fameux poissons fourrage que vous avez vus tout à l'heure. Et puis pendant ce temps-là, il y avait le saumon norvégien qui arrivait à tour de bras. En Norvège, c'est même pas en Europe. Le saumon écossais et autres qui arrivaient, lui, et qui avaient mangé des produits d'origine animale autres que des poissons. Ça, ce n'était pas marqué sur l'étiquette. Et puis, il y a une entreprise du nord de la France qui a décidé de produire en masse, en quantité assez importante, c'est la petite usine, l'usine de droite que vous avez vue tout à l'heure, des larves de mouches, et de produire une alimentation pour les poissons d'élevage dont les protéines, normalement d'origine poisson, étaient transformées par des protéines d'origine insecte. Alors c'était un essai, c'était un one-shot, mais ils ont fait quand même beaucoup de marketing autour de ça, avec des affiches. Ils se sont mis en mèche avec Auchan. Vous reconnaissez le petit oiseau de Auchan. Ils se sont mis en mèche avec Auchan, dans le nord de la France, pour dire on va vous produire un poisson qui a été élevé... Alors, nourri à l'insecte, c'est un peu borderline. Parce que d'abord, ce n'est pas une libellule qui est attrapée en plein vol par une truite qui vole. C'était de la larve qui était écrasée, qui était mélangée à d'autres choses. Et ensuite, le pourcentage d'insectes à l'intérieur de l'aliment n'était pas forcément quelque chose qui pouvait porter à l'allégation nourri à l'insecte. Mais bon, ça a été quelque chose de suffisamment médiatisé, avec suffisamment de députés et de gens comme ça autour, pour que ça passe. Et les qualités gustatives des poissons ont été appréciées par des consommateurs et ils les ont trouvées tout à fait correctes. Et le poisson a même
emmagasiner certains acides gras qui n'étaient pas naturellement présents dans son alimentation, qui n'étaient pas présents dans d'autres types d'alimentation et qui lui ont fait un profil nutritionnel qui pouvait être légèrement différent, voire intéressant, lorsqu'ils étaient nourris avec une certaine proportion d'insectes. Et puis il y a eu 2 essais qui ont été faits aussi, un chez des volailles, très médiatisé aussi, alors celui-là je l'ai suivi d'un peu plus près, et puis un chez les porcs, avec une ferme qui avait des porcs et qui était capable de faire un essai à partir des farines d'insectes. Alors le problème des farines d'insectes, c'est que si vous en commandez 600 kilos, eh ben, il faut 1 an pour vous les produire. Parce que les fameux 16 000 tonnes, là, ce n'est pas encore opérationnel. J'ai un ancien étudiant qui travaille dans l'alimentation pour les zoos, pour les animaux de zoos. Et il voulait des farines d'insectes pour ses lémuriens. On lui a dit, vous commandez maintenant et vous l'aurez dans 9 mois. C'est un peu comme la nouvelle Clio. C'est des délais qui sont énormes. Donc, il a appris autre chose que de la farine d'insectes pour nourrir ses lémuriens. Parce que les lémuriens, ils n'aiment pas ne pas manger pendant 9 mois. Et les volailles, en fait, c'était à l'époque, il y a eu une petite fenêtre aussi qui a été réglementaire, qui a été un peu contournée. Alors ça, c'est des poules pondeuses, c'est pas du tout. Ça, c'est un mâle de poule pondeuse. C'est un coq que vous ne verrez jamais, parce que la plupart du temps, on ne les élève pas. Et ça, c'est une poule pondeuse, donc déjà, la photo n'est pas terrible. Et ensuite, ils ont utilisé de l'huile d'insecte. Et l'huile d'insecte, ce n'est pas une protéine. Ça veut dire que le fait de ne pas mettre des protéines animales transformées, c'était autorisé. Et ça, ils s'en sont rendus compte, les gens de cette société qui s'appelle Innovafeed, où est-ce que c'est marqué le nom de la société, je ne sais pas, ici, qui s'appelle Innovafeed, se sont rendus compte que finalement l'huile d'insecte n'avait jamais été interdite en alimentation animale. Simplement, elle n'était pas disponible sur le marché. Donc on pouvait et on peut toujours utiliser l'huile d'insecte, puisque ce ne sont pas des protéines animales, et que ce qui est interdit, ce sont les protéines animales transformées. Vous voyez, on ne joue pas sur les mots, puisque la source de protéines ne sont pas les insectes. Et donc, ce lot de poulets, ça constituait à produire 2000 poulets, a été entièrement vendu. Il y a une petite partie qui a été gardée pour la dégustation aussi, pour voir ce que ça donnait. Et il n'y a pas eu de problème pour la dégustation, dans le sens ou pour la vente, dans le sens où c'était autorisé. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'essais qui ont été faits de la farine d'insectes, ça veut dire à cette fois avec l'insecte entier ou avec la partie non matière grasse. Et là, par contre, les produits sont interdits. On n'a pas le droit de nourrir... Je devrais dire on avait, mais je suis en train un peu de spoiler la fin, on n'avait pas le droit de produire des animaux d'élevage et de les manger lorsqu'ils étaient nourris avec des protéines d'insectes, puisque les protéines d'insectes n'étaient pas autorisées avant, vous allez voir quand. Mais donc l'huile est toujours autorisée. Donc ça, c'est des essais qui ont montré que techniquement, c'était capable, on était capable de le faire, que les usines d'aliments, on les oublie souvent, les usines d'aliments pour le bétail, mais donner des insectes aux animaux sous forme de farine, c'est pas possible. Une poule, elle ne mange pas de la farine. Vous lui donnez de la farine à manger, elle ne va pas la manger. Donc il faut pouvoir la conserver, il faut pouvoir garantir qu'à l'intérieur, il n'y ait pas des champignons qui se développent, parce que sinon, ça va créer des mycotoxines. Les mycotoxines s'accumulent dans le muscle, etc., etc. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de production qui s'est organisée autour de ce type d'essai, qui a été mené d'ailleurs par une apprentie de notre formation pendant 1 an, jusqu'à la commercialisation des produits. Le porcilin, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas trop médiatisé le débouché du produit. Donc ça veut dire que ça a été fait. Et c'est les 2 espèces cibles qui sont les 2 espèces omnivores, pour lesquelles le grand public, alors je ne sais pas si vous êtes du grand public, certains d'entre vous sont grands, donc on va dire que vous êtes le grand public, pour lequel le grand public a plutôt un sentiment favorable. Autant nourrir une chèvre avec des protéines animales, ça fait un peu bizarre et ça fait un peu contre nature, ce qui est normal. Autant nourrir une poule ou un cochon avec une petite partie de protéines animales, ça ne devrait pas trop vous choquer parce que ce sont des animaux plutôt omnivores. Il n'y en a pas 100%, mais c'est plutôt omnivore. Donc ça veut dire que la fenêtre de tir était plutôt une fenêtre bien perçue par le grand public. Alors, dans les insectes qui sont les insectes d'élevage, on a 2 candidats que j'ai appelés le sec et l'humide, qui s'affrontent un petit peu sur le ring à la fois du marketing, de la commercialisation et puis de la bataille médiatico-politique. À gauche, j'ai mis le sec. Le sec, c'est Tenebrio molitor. Tenebrio molitor, c'est un ver de farine. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce ver de farine est déclaré nuisible. Ça veut dire qu'on a le droit de le manger, mais en même temps, on a le droit de le zigouiller quand il y en a trop dans certains types de produits. Comme son nom l'indique, il mange de la farine. Alors, si vous le retrouvez chez vous dans vos paquets de farine, c'est que vraiment, vous êtes allé tout au bout du bout. Parce que d'habitude, il apparaît vraiment assez tardivement dans les séquences
on va dire, de contamination des stocks de farine. Mais par contre, on le retrouve de manière pérenne, par exemple, dans les élevages de volailles. Parce que c'est un insecte dont l'adulte est lucifuge. Lucifuge, ça veut dire qu'il fuit la lumière. Donc à chaque fois qu'on allume la lumière, il s'en va. On dit, bah, tiens, il n'y en a pas. On éteint la lumière et hop, il ressort. Hein, vous savez, comme dans les dessins animés. Et il est très difficile de s'en débarrasser lorsqu'un élevage de volailles est infesté par Tenebrium molitor. Il s'élève très bien sur des résidus, non pas de ce que j'ai mis ici, mais sur ce qu'on appelle les coproduits. Vous savez que quand vous achetez des pâtes, quand vous achetez du pain, vous ne mangez pas le grain de blé entier. Vous mangez une partie du grain de blé. Vous en mangez à peu près 45%. Et le reste, eh bien, ça devient du son, ça devient du remoulage, ça devient d'autres types de produits. Le germe peut être valorisé d'une manière ou d'une autre. Et puis à la fin, il en reste toujours. Et au lieu de le mettre dans les poupées de son, ça n'existe plus, eh bien, on le donne à manger au verre de farine. C'est donc un coproduit de l'industrie meunière. Et ce coproduit de l'industrie meunière utilise les capacités que j'ai citées tout à l'heure, qui sont des capacités de bioconversion. Ce qu'on mange, c'est la larve du verre de farine. Si vous mangez l'adulte, vous pouvez le mâcher pendant un certain temps, il n'y aura pas grand-chose à manger. Et puis il faut l'attraper parce qu'il vole. De l'autre côté, vous avez l'humide. L'humide, c'est la mouche soldat noire. On l'appelle la mouche soldat noire, on l'appelle soldat parce que quand on met plusieurs dans une cage, elles s'alignent toutes les unes à côté des autres comme des soldats qui défilent. Cette mouche soldat noire, son petit nom, c'est Hermesia illucens, et elle vit sur des milieux plutôt humides. On en trouve dans les composteurs. À Tours, cette année, il y en avait dans certains composteurs. On le trouve dans les composteurs. Normalement, elle ne devait pas être présente en Europe. C'est un petit peu un envahisseur discret. Elle a été introduite dans les années 70 en Allemagne, à l'époque du tout babacool, où les gens avaient des composteurs à l'intérieur des appartements. Et donc, c'est un composteur très efficace de matière semi-humide. Et donc, ça leur permettait d'avoir du compost à disposition pour faire pousser leur géranium récréatif. On va appeler ça comme ça. Et autres types de plantes qui avaient besoin d'être nourries avec de l'azote facilement assimilable. Donc, en fait, c'était d'abord utilisé comme un insecte décomposeur avant d'être utilisé comme un insecte à manger. C'est après, il y a quelqu'un qui a dit, bah, tiens, on va donner les larves à une poule parce qu'on en a trop. Mais au départ, c'était juste présent pour entretenir les composts. Ça a même été utilisé au tout départ, en médecine légale. En médecine légale, parce que c'est en fait un insecte qui va se déposer sur des cadavres qui sont en cours de décomposition, mais très, très, très avancés. Et ça permet de dater certains cadavres en médecine légale et de savoir depuis combien de temps le cadavre qu'on a trouvé dans la forêt est présent. Lorsque, dans son milieu d'origine, on trouve des mouches soldats, on sait que le cadavre est mort depuis X temps, etc. Donc les premières mentions de mouches soldats sont dans ce qu'on appelle l'entomologie forensique, c'est-à-dire l'entomologie légale, en quelque sorte. Et donc cette mouche soldat, l'adulte mange quasiment rien, mais les larves peuvent se nourrir de tout ce qui est coproduit de sucreries, ce qu'on appelle les mélasses, et ce qu'on appelle, alors quand c'est des cannes à sucre, on appelle ça des bagasses, quand c'est de la betterave, on appelle ça des pulpes, qui sont des produits un peu fermentés, un peu humides, dans lesquels les larves vont pouvoir se faufiler, et puis on les trouve aussi dans tout ce qui peut contenir des levures et dans tous les résidus de fermentation. Donc ça veut dire qu'on ne la trouve pas dans la bière. Ça, c'est des drosophiles qui vont dans la bière, mais les mouches soldats ne vont pas dedans. Ça veut dire qu'on a ici deux insectes qui vont utiliser des coproduits de l'alimentation humaine. Et le gros avantage qu'on a, c'est que ces coproduits de l'alimentation humaine sont justement des coproduits de l'alimentation humaine. Vous allez dire, ils radotent. Ça veut dire qu'ils sont passés par le filtre sanitaire de l'agrément sanitaire, justement. Le filtre de l'agrément sanitaire, ça veut dire que lorsque une matière première rentre dans les chaînes d'alimentation humaine, même si c'est 5, 6, 7 maillons avant d'être vendu au consommateur, on lui fait passer toute une batterie de tests, qu'on appelle l'HACCP, toute une batterie de tests pour garantir qu'il soit compatible avec l'alimentation des humains. Là, on est en post-crise de la vache folle, au niveau sécurité sanitaire. Et donc, comme on utilise des coproduits d'alimentation humaine pour nourrir ces animaux-là, eh bien, ces coproduits-là sont déjà passés par le filtre de la sécurité sanitaire. On sait que dedans, il n'y a pas trop de dioxine, il n'y a pas trop de cadmium, il n'y a pas trop de mycotoxines, etc. Donc ça permet de récupérer les produits issus de ces animaux-là, la mouche soldat et le ténébrion, pour pouvoir, alors c'est les larves, à chaque fois c'est les larves, c'est jamais les adultes pour ce type d'insectes, pour pouvoir ensuite les introduire en alimentation animale. Alors pourquoi je dis en alimentation animale? Parce que ça représente des marchés énormes. C'est vrai qu'on pourrait les mettre en alimentation humaine, en particulier, vous verrez celui-là, mais finalement ça va être pas grand-chose de rien du tout, et ça ne va pas remplacer autre chose. Tandis qu'en alimentation animale, on peut se permettre de remplacer quelque chose qui existe déjà, et donc d'en faire vraiment un insecte qui est une matière première d'intérêt pour l'alimentation animale. La bataille est réglementaire et économique, mais elle est aussi médiatique. Regardez bien la couleur du bleu du drapeau, pour ceux qui connaissent l'histoire. C'est une photo assez ancienne.
Non à la hausse du prix du plat du jour. Imaginez, voilà, à la cantine, on va donner des insectes à manger aux élèves. On a fait tous les tests qui vont bien. Où on va donner du poulet élevé aux insectes aux élèves. Simplement, la cantine coûte 17,50 € au lieu de 3,25 €. Qui est d'accord? Bon, une fois de temps en temps, mais pas trop souvent. En gros, non. Quoi. Donc, on a un optimum économique qui est quand même extrêmement important. La diversité alimentaire, c'est bien, mais ça peut aussi coûter très cher lorsqu'il s'agit de mettre au point des nouvelles solutions alimentaires, de les faire admettre au niveau des populations, non seulement au niveau sociologique, mais aussi au niveau nutritionnel. Et donc, toute solution nouvelle est une bonne solution si elle est réglementaire et ne coûte pas très cher. Et en gros, ça précède ça. Ça veut dire qu'il faut d'abord prouver que quelque chose est viable au niveau économique avant que la réglementation se mette en place. D'où mon histoire de poulet nourri à l'huile d'insecte qui est apparue sur le marché avant que l'huile d'insecte, alors même si l'huile d'insecte était autorisée, avant que le battage médiatique de l'autorisation des insectes en alimentation animale. Puis c'est aussi une bataille médiatique. Si vous ouvrez votre usine le jour où Beyoncé, je ne sais pas moi, adopte un nouvel enfant ou sort un nouveau disque, c'est raté. Votre battage médiatique, vous pouvez le mettre à la poubelle. Hein, donc il y a aussi cet aspect-là qui est important à ce niveau-là. Alors, les insectes sont une nouvelle matière première. Alors j'ai mis x2 parce que c'est une nouvelle matière première qui est passée 2 fois par le filtre de l'EFSA. L'EFSA, c'est l'autorité sanitaire européenne. C'est le grand maître de tout ce qui est sécurité sanitaire de l'alimentation en Europe. Tout ce que nous mangeons est passé dans le filtre des experts de l'EFSA. D'accord ? Et donc, quand vous lisez l'anglais, vous lisez les documents qui sont publiés par l'EFSA et vous savez ce qui est autorisé, ce qui est non autorisé. Vous tapez par exemple sur Internet OGM EFSA et puis vous avez passé une bonne nuit parce que vous avez à peu près 3000 documents à lire qui font chacun 70, 80 pages. Donc une nouvelle matière première x2, en alimentation humaine, on a une réglementation qui s'appelle Novel Food. Cette réglementation qui s'appelle Novel Food dit que tout aliment n'ayant pas été consommé de manière significative, alors le significatif il est très comme ça, hein, avant mai 1997, est interdite, n'est pas autorisée. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous faites de la graine de baobab germée, et que vous n'arrivez pas à montrer qu'en Europe, on consommait de manière naturelle cette graine de baobab germée avant mai 1997, vous ne pourrez pas commercialiser ce produit-là. Okay ? Il y a des gens qui sont payés pour aller regarder dans les vitraux des cathédrales s'il n'y aurait pas quelque chose qui ressemblerait à tel ou tel type de produit. Pour les insectes, on nous a demandé 10 fois, 20 fois, 30 fois, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver dans les titres de Rabelais ou autres une preuve comme quoi ils mangeaient des insectes ou autre chose ? On n'a jamais rien trouvé. Et puis, c'est relié à un réseau qui est un réseau de prévention sanitaire, qui est basé sur la maîtrise du risque, qui s'appelle le dispositif de nutrivigilance. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce dispositif de nutrivigilance, c'est la déclinaison, on va dire, française de l'EFSA, qui s'appelle l'ANSES, qui s'occupe de ça. C'est un site internet dans lequel vous pouvez, vous, en tant qu'individu, puis les médecins le font aussi, déclarer que vous avez eu tel ou tel type de réaction en mangeant un produit que vous ne mangiez pas avant. C'est basé sur le principe de précaution. Et vous voyez que les cas de déclaration, alors ça ne veut pas dire les cas d'allergie, hein, mais les cas de déclaration sur le site de Nutrivigilance ont augmenté énormément au cours du temps. Et là, on est en 2019, donc il y a des réclamations qui sont faites directement aux fabricants. Genre, vous n'aviez pas dit qu'il y avait tel ou tel type de produit dans votre produit, et puis moi, je suis allergique à la fraise et j'ai fait plein de boutons, alors que j'ai mangé quelque chose qui devait être à la menthe. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est déclaration des particuliers vis-à-vis des réactions envers certains types d'aliments. Et ça rentre dans la réglementation Novel Food, dans le sens où si quelqu'un se met à consommer quelque chose, même dans un pays étranger, hein, donc il n'est pas autorisé en Europe, ça vous est arrivé peut-être de voyager et de manger des trucs un peu exotiques dans d'autres pays du monde, si le lendemain vous étiez couvert de boutons, vous déclarez ça au site Nutrivigilance, il y a une enquête qui est faite, et si réellement on découvre qu'il y a une partie de la population qui est allergique à ce type d'aliment, ce ne sera même pas la peine d'essayer de l'inscrire dans le Novel Food. Donc c'est toute une histoire d'enquête, toute une histoire de preuves de responsabilité qui sont à prendre par les gens qui veulent commercialiser des nouveaux produits. Et bien entendu, les insectes en font partie, puisque personne n'a montré qu'avant mai 1997, la famille française moyenne se réunissait en écoutant des chansons de Claude François et en mangeant des criquets. Et puis il y a la partie Novel Feed. Alors je l'ai mis entre guillemets parce qu'en fait ça n'existe pas. Novel Feed, c'est post-crise de la vache folle. Ouh là là, on n'a pas envie de se prendre une nouvelle crise de la vache folle. Alors, ce n'est pas une définition officielle, une définition que j'ai inventée. Mais en gros, les filières de production animale étaient
sont toujours extrêmement prudentes vis-à-vis de l'introduction d'une nouvelle matière première dans l'alimentation des animaux d'élevage. Et bien entendu, ça c'est valable pour les insectes. Cette prudence au niveau humain qui est basée sur la nutrivigilance, mais cette prudence aussi plus médiatique peut-être et commerciale pour la partie nutrition animale. Alors vous voyez la couleur du drapeau tel qu'il était à l'époque. Hein. Attention. Hein. Contre-révolution, en août 2021, l'EFSA produit une circulaire qui s'appelle L295. C'est marrant, elle n'est pas aussi reprise qu'une autre L. Hein. L295 qui dit que les porcs et les volailles redeviennent omnivores. Alors j'ai mis des Photoshop, hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe normalement. Ça veut dire qu'en août 2021, on a à nouveau une réautorisation dans l'alimentation des animaux d'élevage de ce qu'on appelle les protéines animales transformées. Et alors, je ne vous fais pas ça pour vous dire que les protéines animales transformées sont rentrées dans l'alimentation animale, parce que sinon ce ne serait pas très intéressant, c'est que les insectes se sont glissés dans la brèche. Ça veut dire qu'ils attendaient en fait cette réautorisation pour pouvoir rentrer en alimentation animale, mais cette fois de manière officielle. Et donc les insectes sont enfin des animaux, puisqu'ils sont pris dans ce filet général de la réautorisation des protéines d'origine animale transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage, avec un principe de non-cannibalisme, qui est qu'on peut nourrir, partiellement bien entendu, des volailles avec des produits issus des porcs, on peut nourrir des porcs avec des produits issus des volailles, et on peut nourrir des porcs et des volailles avec des produits issus des insectes. Et ça, c'est quelque chose de très, très nouveau. Alors, c'était en août 2021, vous aviez sans doute autre chose à faire que de lire la presse. Ça n'a pas fait les grands titres des journaux, mais je vous assure que dans le monde de la production animale et dans le monde des insectes, on en a beaucoup parlé. Il y a une grille qui a été publiée disant que tel type d'animal, alors il y a des poissons aussi, avait le droit de consommer, vous n'arrivez pas à lire, mais ce n'est pas très grave, tel type d'insecte dans tel type de présentation. Parce que dans protéines animales transformées, il y a le mot protéine, mais il y a aussi le mot transformé. Donc ça dépend du type de transformation qu'on a fait. On n'a pas le droit, ce n'est pas non plus open bar. On peut prendre tout ce qu'on veut. Tiens, j'ai trouvé des trucs dans le caniveau, je vais leur donner à manger. Hein, ça reste extrêmement contraint, extrêmement réglementé, mais c'est à nouveau réautorisé. Donc de facto, ça n'est plus interdit. Alors, en food, c'est-à-dire en alimentation humaine, il y a 2 espèces pour l'instant qui sont autorisées, et toutes les 2, c'est bien précisé dans la loi, qu'elles doivent être issues d'élevage. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de collecter des insectes naturels, sauvages, et de les vendre. Parce que ça, ce serait un trafic pas possible. Imaginez bien que dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, ce serait la razzia, et que dans 5 ou 6 ans, il n'y en aurait plus. Hein. Donc c'est forcément issu d'élevage. Ce n'est pas forcément issu d'élevage en Europe. Hein, c'est issu d'élevage. Et donc, ce qu'on a le droit de consommer, c'est le Tenebrio molitor, donc le fameux ver de farine sous forme de larve, qui a été autorisé en janvier 2021, et très récemment, le criquet migrateur, Locusta migratoria, en juillet 2021. Donc, eux, maintenant, sont officiellement autorisés. Ça veut dire que quand vous allez dans un restaurant et quand on vous en sert, ils ont le droit de le faire. Avant, ils n'avaient pas le droit. Hein, c'était comme ça. Pas vu, pas pris. Ils n'avaient pas le droit. Et en fait, ils sont autorisés sous forme de 2 types de présentation. Insectes entiers sous forme de snacking ou de décoration. Et puis sous forme d'ingrédients. Sous forme d'ingrédients, ça veut dire que ça permet de les faire rentrer dans certains produits un peu plus complexes et d'utiliser certaines propriétés colloïdales ou autres de ces insectes-là. Le 3e qui va sans doute rentrer, c'est une espèce de criquet. Mais on attend pour l'instant... pas de criquet, excusez-moi, de grillon. Parce que, alors, criquet en anglais, ça veut dire grillon. Un grillon, ça, vous voyez, il y a toute une législation à prendre en considération aussi. Hein, en anglais, ça s'appelle locuste. Hein. Mais ça ne s'appelle pas criquet, alors qu'en français, ça s'appelle criquet, et ce que les Anglais appellent criquet, c'est le grillon. Je vous ai perdu, tant mieux. Hein. Et donc, en feed, dans l'alimentation animale, on a le droit à 7 espèces qui sont issues d'élevage aussi, ça c'est important. En 2017, c'était déjà autorisé pour l'aquaculture, et en août 2021, on a autorisé pour les porcs et les volailles, avec la voie des protéines animales transformées, le Tenebrio molitor, et puis un petit cousin qu'on appelle le petit ver de farine, Hermesia illucens, donc qui est la mouche soldat noire, et les larves de mouches domestiques. C'est un peu bizarre, mais elles se sont glissées aussi dedans, sachant qu'elles étaient déjà autorisées depuis longtemps pour les poissons. Et puis 3 espèces de grillons, cette fois. D'accord ? Cricket. Okay. Et donc, ces animaux-là, qui sont des larves pour les 4 du haut, et qui sont des adultes, ou des, on va dire ce qu'on appelle des juvéniles pour ceux du bas, sont à nouveau, sont autorisés, alors ce n'est pas à nouveau, hein, sont autorisés, c'est la première fois qu'ils sont autorisés dans l'alimentation des animaux d'élevage. Alors reste à savoir maintenant s'il y en a. Hein. Et donc ça donne lieu à toute une mise en place qui est une mise en place d'un nouveau business, hein, on va l'appeler comme ça,
qui est un business qui est basé sur une chaîne de production, de la fourche à la fourchette, qui comprend des étapes de production, avec des adultes qui se reproduisent, des étapes d'élevage, des étapes de collecte, des étapes de transformation, etc., qui donnent lieu à une chaîne de production qui est elle-même à inventer. Est-ce qu'on va mélanger ça avec du végétal? Est-ce qu'on le mélangera à la fin? Est-ce qu'on va le transporter en même temps? Est-ce qu'on a le droit de le congeler, de le décongeler, etc., etc., etc. Donc il y a toute une R&D maintenant dans les entreprises, une R&D sanitaire, une R&D nutritionnelle, une R&D de conservation, de logistique et autres, qui s'occupent de la définition de cette chaîne de production, puisque vous, maintenant, vous savez que le mot-clé pour la production, quelle qu'elle soit, c'est durabilité. Et on ne peut être durable que si on a un impact environnemental relativement faible, un impact sociétal plutôt fort, c'est-à-dire une bonne vue vis-à-vis de, et en particulier la santé, et puis un impact économique rentable. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Et donc, c'est toute cette chaîne de production qui est en train de s'organiser. Vous voyez les insectes qui sont juste là. Et tout le reste, ce sont des produits de l'insecte qui sont dans la chaîne de production. Donc, évidemment, le petit schéma que je vous ai fait tout à l'heure, il se complique un petit peu, puisqu'on se retrouve avec des insectes qui sont soit consommés par les humains après process, soit consommés par les animaux d'élevage. Donc, il n'y a pas que les cochons qui les consomment. Et ensuite, on va consommer les produits issus de ces animaux. Mais finalement, on garde une chaîne de production qui est organisée de la même manière, dans laquelle on insère les insectes. Et ça, je reproche beaucoup aux journalistes de vous dire que les insectes vont remplacer la viande, vont remplacer les légumes, vont remplacer les fruits, vont remplacer, et puis quoi encore. C'est simplement une nouvelle matière première qu'il faut incorporer, qu'il faut assimiler dans ces filières de production. On n'avait pas l'habitude de travailler avec, et bien maintenant, il va falloir travailler avec cette problématique-là. Un petit peu comme on a essayé de faire dans les années 80 avec les algues, ça n'a pas trop marché. Si on reprenait les titres des journaux des années 80, on va tous manger des algues, on va les emmener sur Mars, etc. Puis finalement, ça n'a pas trop marché, mais il y a quand même eu un marché de niche qui s'est mis en place. Là, ce n'est pas un marché de niche, c'est un marché qui cherche à s'installer à l'intérieur des filières de production alimentaire. Et vraiment, on est dans l'alimentation. Alors, on va finir par un élément qui est un élément un petit peu on va dire, pas pessimiste, mais un élément de contrôle. Si j'avais une sonnette, je pourrais l'agiter à ce moment-là. On a encore un problème, c'est que les insectes sont des animaux. Je vous l'ai déjà dit 2 fois, maintenant je vous l'ai dit la 3e fois. Mais qui dit animal d'élevage dit bien-être animal, dit traçabilité, étiquetage. Alors on a inventé un truc très sympa avec les vaches, c'est la boucle d'oreille. Je vous donne une agrafeuse et vous me le faites sur les insectes. L'environnement, ça rejette combien d'azote un insecte quand ça grandit? Quel est ce qu'on appelle l'indice de conversion? Est-ce que ça rejette de l'ammoniac dans l'atmosphère? On ne sait pas, on n'a pas essayé. Vas-y, essaye, on verra bien, etc. C'est les mêmes normes environnementales. Là, vous avez ici les normes environnementales pour les animaux d'élevage. C'est ce qu'on appelle les ICPE, nomenclature des installations classées. Si un jour vous voulez une conférence vraiment très embêtante, vous demandez une conférence sur les installations classées pour la protection de l'environnement. C'est que des seuils, c'est que des autorisations, des déclarations, des dossiers de préfecture, etc. C'est embêtant comme tout. Mais c'est embêtant comme tout aussi pour les éleveurs. Est-ce qu'on va embêter les éleveurs d'insectes avec ça? Les premiers, sans doute pas. Puis quand il y en aura 10, quand il y en aura 20, quand il y en aura 100, et que la rivière elle commencera à mousser, on va se dire, là, il y a un petit problème quand même. La santé, on s'occupe beaucoup de la santé. Les virus d'insectes, ils sont dangereux? Vous aurez un cours là-dessus un peu plus tard. Les virus d'insectes sont dangereux, les bactéries d'insectes sont dangereuses. Si je mets une salmonelle dans un élevage d'insectes, j'en récupère combien à la sortie, etc., etc. D'accord? La biosécurité, donc c'est pareil. La biosécurité, c'est aussi l'aspect, si je m'échappe, si mon insecte s'échappe, est-ce qu'il ne va pas aller envahir la nature? Est-ce qu'il ne va pas aller polluer tout le reste? Est-ce qu'il ne va pas faire disparaître d'autres insectes, comme on a vu par exemple en lutte biologique? Vous savez que la coccinelle, ça mange les pucerons. Dans les années 80, on a introduit une coccinelle asiatique qui était très efficace sur les pucerons en Asie. Et puis en France, elle a mangé les autres coccinelles. Manque de bol, mais c'était trop tard, elle était déjà partie. D'accord? Donc la biosécurité, la certification, tout le monde aimerait bien que les insectes soient bio. Tout le monde aimerait bien que les insectes soient bio, parce que c'est vert, parce que c'est bien, mais est-ce que ça peut l'être déjà? Est-ce que le cahier des charges d'agriculture biologique marche? Par exemple, moi, si je prends un cahier des charges d'agriculture biologique de dinde, elles ne sont pas élevées comme ça, les dindes. Les dindes bio, elles sont élevées à l'extérieur. Alors on va élever des insectes à l'extérieur? Limite, d'accord? Ok? Le transport, la mise à mort, on ne parle pas d'abattage, parce que l'abattage, dans le dictionnaire, c'est réservé avec des animaux qui ont des pattes. Et comme les insectes, quand on les met à mort, n'ont pas de pattes, un saumon, c'est pareil, on n'abat pas les saumons, on les met à mort. Pas la même chose. C'est comme ça. C'est peut-être de la sémantique, mais ça oblige à se poser le problème de comment on va faire. Et il y a bien un jour une association qui va dire « Ouais, vous tuez des bébés insectes vivants, nous, on va faire une manif chez vous ». Ça arrivera forcément un jour. Ce ne sera pas plus mal parce que ça ferait évoluer un peu le système. Les races,
les lignées, la génétique, comment on protège la génétique des insectes. Parce que c'est ma lignée à moi, regardez, elle a 3 points, et c'est celle qui pousse le plus vite, et c'est celle qui mange ceci ou cela. Mais moi, elle a 2 points, mais elle est encore meilleure, etc. On voit ça avec les vaches. Vous connaissez cette vache-là? La vache limousine. Il n'y a rien de meilleur que la limousine, quand on vient du Limousin. Quand on vient de la Bourgogne ou du petit coin qui est un peu plus loin, il n'y a rien de meilleur que la charolaise. Forcément, des yeux fermés, à mon avis, vous n'arrivez pas à les reconnaître. Propriété génétique, analyse, contrôle, étiquetage, etc. Il y a plein de boulot pour les étudiants là. Il y a plein de boulot pour les étudiants parce que cette transposition des filières animales classiques, puisque, attention, l'insecte est un animal. On ne cultive pas les insectes, on les élève. On a vu ça dans les journaux. Culture d'insectes, c'est facile. Hop, on met un petit peu de truc, on revient le lendemain, ça a poussé, on met ça dans le frigo, dans le congèle, et c'est bon, c'est fait. Ah non, vous avez oublié, c'était un animal. Alors zut, je recommence. Donc ça veut dire que ça pose tout un problème de zootechnie. Zootechnie, c'est l'élevage, les techniques d'élevage, et que cet animal-là va rentrer dans la législation pour les animaux d'élevage, alors progressivement, mais que les contraintes seront sans doute aussi fortes que celles des contraintes classiques des animaux d'élevage classiques. Voilà. Donc, les insectes dans les filières animales, évolution ou révolution, et ma conclusion, c'est réévolution. Vous voyez ? Je vous remercie de votre attention. Alors, on va se partager 2 micros avec Elisabeth. Le micro qui va se promener et puis... Donc, merci Christophe pour cette présentation. Et puis, on a un charmant hôtel. Il sera ravi d'y répondre. Non, mais je peux répondre avec les micros qui sont fixes? Non? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, pas trop difficile s'il vous plaît. Oui, bonsoir. On m'entend, oui? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir et merci. Une question très simple. D'une part, combien il y a de personnes déjà dans le monde qui mangent des insectes? Et d'autre part, qu'est-ce qu'ils mangent comme insectes? Alors, combien il y a de personnes dans le monde qui mangent des insectes? Le problème, c'est que c'est souvent des sociétés, au moins des sociétés, on va dire, qui les mangent régulièrement, qui n'écrivent pas, qui ne communiquent pas là-dessus. Il y a beaucoup de récits de post-colonisateurs qui relatent la consommation d'insectes. Elle est souvent saisonnière. Ça veut dire que le continent où on consomme le plus d'insectes, c'est l'Amérique du Sud, historiquement. Mais c'est lié à des saisons, c'est lié à des modes de production qui sont des modes de production qui en fait comblent des trous entre différentes périodes qui sont des périodes où il y a autre chose à manger. Donc production saisonnière. On retrouve aussi des traces d'élevage de termites en particulier dans certains pays d'Afrique où il y a des systèmes de collecte des émergences de termites qui permettent de récupérer la surproduction en quelque sorte sans avoir à abîmer en quelque sorte la production locale. C'est très, on va dire, ponctuel et souvent c'est pas considéré comme une nourriture habituelle, c'est plus considéré comme soit un complément, soit un bouche-trou. Un petit peu comme des poissons migrateurs qui sont utilisés de temps en temps et à d'autres moments, ils ne le sont pas utilisés. Ce qu'on sait, c'est que sur les parois de la grotte de Lascaux, il n'y a pas d'insectes qui sont dessinés. Et donc, on ne retrouve pas historiquement de traces de grande consommation d'insectes. Même si certaines personnes se disent que l'élevage d'insectes, comme par exemple le ver à soie, a peut-être commencé par la consommation et ensuite on s'est dit si on faisait quelque chose de l'emballage du cocon pour pouvoir le valoriser, mais on n'a pas de traces de ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'études on va dire historiques qui sont faites dessus. Il y a peu de traces. Et vous pouvez lire des livres Délicieux insectes ou autre chose qui vont donner quelques éléments. On en trouvera beaucoup plus dans la pharmacie. Dans la pharmacie, utilisation des insectes pour des propriétés antibactériennes, anti-ceci, anti-cela. Mais la consommation de masse qui équivaut aux 60 grammes de protéines par jour qu'on a à manger, à ma connaissance, ce n'est pas encore prouvé. Alors peut-être que quelqu'un d'autre dans la salle a d'autres informations. Claudio, peut-être, non? Non, tu n'en as pas non plus. Voilà, il y a des recherches qui sont faites. Et alors, je vous dis, le Graal, ce serait de trouver qu'en Europe, on consommait régulièrement des insectes, quelque part en Europe, et que ça permettait de nourrir la population. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Oui, fromage corse avec ses asticots dedans. Ah, c'est bon.
Mais est-ce que c'est les asticots qui sont bons ou est-ce que c'est le fromage corse? Là, il faudrait passer les... En fait, il faudrait nettoyer un fromage corse, mettre toutes les asticots d'un côté et tout le fromage corse de l'autre côté. Non, il faut mettre les deux ensemble. Sinon, on ne mange pas le fromage. On mange que les asticots. Voilà, donc traditionnellement, oui, mais de manière nourricière, peut-être. D'autres questions? Alors, pour les animaux d'élevage, si. C'est-à-dire qu'on connaît, dans certains modes d'élevage traditionnels, de la culture, alors j'ai appelé ça de la culture, mais ce n'est pas très joli, mais de l'élevage d'insectes pour nourrir soit les poissons, soit les volailles. Et ça existe. Alors, tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de la céréale qui n'était pas de saison, parce que vous ne la mangiez pas au mois de juillet, et vous la mangez un petit peu dans toute l'année. Si on arrive un jour à produire des insectes de manière continue, on aura aussi une matière première qui est un peu révolutionnaire, parce qu'elle sera produite en continu, justement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément besoin de la stocker. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que les agriculteurs sont d'abord des stockeurs. Soit ils stockent chez eux, soit ils stockent dans les usines d'aliments, ou il y a même en Europe ce qu'on appelle les organismes stockeurs, qui ont le droit de stocker. La SNCF, par exemple, est un organisme stockeur. Ça veut dire que tout le blé qui est dans les wagons attend, en quelque sorte, de manière officielle, d'être consommé. Donc il est déclaré, en quelque sorte. Là, il n'y aura plus besoin de stock, parce qu'on pourra produire en continu. Et si on produit en continu, on aura une matière première vraiment de rupture, parce que ça veut dire qu'on pourra l'utiliser en continu sans avoir de stock, et ça, c'est quelque chose de très nouveau au niveau de la production, à la fois humaine et animale. Avez-vous d'autres questions? Nous écoutons. C'est la question piège. Oui, je me posais la question, du coup, quelle est la prochaine étape là, de ce qui est présenté? On voit ça rentre dans l'alimentation, la réglementation commence à accepter. Il y a plein de startups qui se mettent en place et à développer des gros élevages. Est-ce que la prochaine grosse étape, c'est d'essayer de diversifier, donc de trouver d'autres espèces d'insectes et d'essayer de les faire rentrer sur le marché? Est-ce que c'est d'optimiser les quelques espèces qui sont déjà autorisées? Est-ce que c'est de faire rentrer ça dans le grand public? Enfin, quelle est la prochaine grosse étape? Le vrai verrou qui arrive, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que pour l'instant, aucune de ces productions n'est rentable. Quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, sauf si vous le vendez comme alimentation récréative, vous savez, les brochettes de sauterelles ou autres, et que vous les vendez 10 fois le prix que ça vous a coûté. La plupart du temps, d'ailleurs, ce n'est pas des insectes de l'élevage. Méfiez-vous, le jour où vous aurez le droit de retourner en Thaïlande et compagnie, en explosant votre bilan carbone, souvent, c'est des insectes qui sont collectés dans la nature. Donc, vous détruisez la biodiversité locale en mangeant ces trucs-là. Vous avez l'impression de faire quelque chose de très exotique, mais multiplié par les 100 000 ou les 200 000 personnes, ça commence à coûter cher en termes de bilan environnemental. Donc, la première chose, c'est de rendre les élevages rentables. Pour l'instant, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui fonctionnent avec des levées de fonds et qui fonctionnent face à des matières premières qui sont des matières premières relativement peu chères. Même si le soja a énormément augmenté de prix suite à la crise Covid, il est passé de 350 € la tonne à 450 € la tonne. Pour l'instant, les insectes qui sont vendus pour l'alimentation animale sont autour de 8 000 € la tonne. Vous préférez pour à peu près la même quantité de protéines. Donc 8 000 € la tonne versus 450 €, on est très loin du compte. Donc il y a beaucoup de R&D sur les bienfaits ou sur les effets auxiliaires des insectes, en plus de ce qu'on appelle la macronutrition. La macronutrition, c'est les protéines, c'est les acides gras, c'est les sucres. Donc on va essayer de trouver des vitamines, on va essayer de trouver des acides gras très particuliers, on va essayer de trouver des minéraux d'intérêt qui vont faire que le prix de la matière première va augmenter, parce que ce sera ce qu'on appelle une matière première fonctionnelle. Ça veut dire que ça va apporter non seulement des macronutriments, protéines, 350 € la tonne ou 400, mais ça va apporter aussi du fer, du sélénium ou autre chose, et ça permettra de réduire la liste des additifs. Vous avez vu que la liste des additifs, elle est ouverte en alimentation animale. Et là aussi, on a ce qu'on appelle le clean label. Ça veut dire qu'on cherche à avoir le moins possible d'additifs. Et si on arrive à leur trouver des propriétés, en particulier en pet food, il y a eu une étude qui a été faite sur la farine d'insectes qui aidait à la régénération du cerveau du chien vieillissant. Vous imaginez pas le bingo de pognon qu'il y a derrière ce truc-là. Le cerveau du chien vieillissant. Et si on arrive à trouver quelque chose comme ça, et ça, forcément ça arrivera à un moment ou à un autre, là il y aura une plus-value. Mais la plus-value, elle est d'abord économique. Et puis, il y a le fait
d'avoir cette matière. C'est un petit peu la contradiction, je vous ai dit, entre la législation et puis le marché. C'est-à-dire qu'on autorise quelque chose quand c'est sur le marché, mais en fait, il faut l'avoir mis sur le marché avant de l'autoriser. Ça, c'est un petit peu comme l'HDR. Chez nous, vous ne connaissez pas, ça c'est une blague de scientifique. Et donc, en fait, on va se retrouver avec un paradoxe qui est qu'il faut une certaine protection pour pouvoir essayer. Et si ça marche, et ben là, à ce moment-là, on ira à faire. Il y a un bingo qui pourra apparaître aussi, c'est ce qu'on appelle l'entomo-véganisme. L'entomo-véganisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas manger de la viande. Et dans ces personnes qui ne veulent pas manger de la viande, ils se déclarent, on va dire, contre le fait de tuer un animal qui a un système nerveux qui lui permet de réfléchir. C'est un petit peu comme ça. Donc en gros, les escargots, les huîtres, ça passe. Et bien si on arrivait à leur fourguer, leur donner des insectes, on aurait une catégorie de population qui pourrait à ce moment-là payer peut-être un peu plus cher pour avoir une protéine de qualité, parce que c'est vrai que la protéine est de bonne qualité, et donc avoir accès à une nourriture pour laquelle ils estiment être légitimes. Mais ça, c'est des marchés à faire. Et tant que ça n'existe pas, on ne peut pas créer le marché. Donc c'est cette rentabilité qui est là. Vous parlez de plus-value économique, mais je voudrais savoir s'il y avait vraiment une plus-value environnementale vraiment très intéressante, notamment dans le film de Juste Philippot, La Nuée de 2020, je ne sais pas si vous avez vu. Non, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Oui. Et notamment, les sauterelles elles sont élevées avec du sang. Oui, et je voulais savoir si, du coup, l'alimentation des insectes, elle était intéressante pour le développement durable, notamment. Il y a un truc qui marche vachement bien pour élever les insectes, c'est la croquette pour chien. Ça, c'est génial. Mes collègues de l'INRA, ils utilisent de l'aliment pour les poulets. Et au lieu de donner l'aliment pour les poulets aux poulets, ils le donnent aux insectes. Ça marche du feu de Dieu. Mais ça ne sert à rien. Parce que finalement, on remplace. Après, vous donnez les insectes à manger au poulet, vous avez perdu ce qu'on appelle un niveau trophique, et donc vous devez me donner 10 fois plus d'insectes que ce que vous auriez donné comme aliment poulet. Donc c'est idiot. Bon, la science parfois passe par ces non-sens. En fait, la clé, c'est la bioconversion. C'est-à-dire que ça ne marchera que si on arrive à faire en sorte que les insectes qui sont les insectes d'intérêt soient des insectes bioconverteurs. Et j'ai assisté une fois à un débat assez houleux entre des pros de la méthanisation, c'est-à-dire on va fabriquer du combustible et même peut-être du carburant à partir de la fermentation de nos déchets, et les gens qui étaient dans l'entomoconversion, parce que tout le monde voulait les déchets. Il ne faut pas oublier que ce marché des déchets, on a toujours l'impression qu'il faut réduire nos déchets. Mais maintenant, vous avez des camions de Hollande qui vont nourrir les méthaniseurs qui sont au bout de la Bretagne. Et pendant que le camion roule, il y a quelqu'un qui remet un peu d'argent et qui dit non, vous venez jusqu'à Perpignan parce qu'on vous l'acheter encore un peu plus cher. Donc le marché des déchets, qui était un marché plutôt déficitaire dans les années 80-90, est devenu un marché lucratif. Il y a des gens qui vendent des déchets. Les poubelles jaunes que vous remplissez sont vendues. C'est censé payer la collecte de... Alors vous la payez 2 fois. Vous la payez une fois avec vos taxes et vous la payez une 2e fois quand c'est valorisé. Alors des fois ça marche bien, des fois ça ne marche pas bien. Donc, c'est le trick, un problème. Et donc le verrou environnemental, il est là. La deuxième chose, là je suis un peu plus militant, c'est le côté ce qu'on appelle analyse de cycle de vie. Analyse de cycle de vie, ça veut dire que pour définir l'impact environnemental d'un produit, vous devez le faire sur toute sa chaîne de production. Ça évite à des restaurants avec un grand M jaune de dire « nous sommes le restaurant qui utilise le moins d'eau pour la vaisselle ». Ils l'ont fait. Ils ont vite retiré la publicité. C'est normal, ils n'ont pas de vaisselle. Donc forcément qu'ils n'utilisent pas d'eau. Et l'eau, elle est utilisée ailleurs, en amont et en aval. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est la seule méthode officielle, pour ceux qui connaissent, c'est basé sur l'ISO 14000, c'est la seule méthode officielle de définition d'une empreinte, je n'ose pas dire impact, parce que ça fait méchant, de l'empreinte environnementale. Et tant que la production n'existe pas, on ne peut pas la calculer. Donc on a des collègues qui se disent on va transposer le plus près possible les filières insectes de d'autres filières qu'on connaît déjà, par exemple les filières volailles, et on va se dire ce maillon-là est équivalent à celui-là, etc. Parce que pour l'instant, les seules études environnementales qui ont été faites sur les insectes, c'est je prends une boîte Tupperware, je fais 2 trous, je mets une sonde à azote d'un côté, une sonde à dioxyde de carbone de l'autre côté, j'attends 10 minutes, je multiplie par la durée de vie d'une vache, et je dis les insectes produisent beaucoup moins de méthane que les vaches. D'accord. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marche ? C'est pas officiel, mais ça a été communiqué très vite. Le côté durabilité, sustainability, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont engagés dedans sans vraiment avoir, pour l'instant, la vraie valeur de ce que va coûter à l'environnement la production d'insectes. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Si les modèles sont mis en place, les modèles économiques sont mis en place de manière vertueuse, ce seront des filières de bioconversion. Mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, il faudra accepter qu'on y mette des croûtes de fromage ou qu'on y mette des trucs un peu plus diversifiés
que l'alimentation classique, les épluchures de pommes de terre, ça ne marchera pas à un moment ou à un autre, ça va coincer. Et donc il y a aussi de la R&D qui est faite à ce niveau-là, au niveau environnemental. Une question, actuellement je ne pense pas qu'on ait inventé les masques pour les petits insectes qui sont cultivés, enfin élevés. À terme, comme ça grouille, y aura-t-il des problèmes médicaux, d'antibiotiques à donner à ces braves petites larves? Merci de votre réponse. Alors là, je suis pas entomo-vétérinaire, hein, je suis un spécialiste là-dedans. Peut-être que Elisabeth peut répondre un petit peu sans trop spoiler ta conférence. Même ma conférence ne va pas être là-dessus. D'accord. Donc il n'y a pas de spoil. Donc oui, oui, il y a une discipline scientifique qui s'appelle la pathologie des insectes. Pardon, je vais me remettre devant, comme ça on verra mieux. Et donc, normalement, on utilisait ces travaux de recherche pour tuer les insectes nuisibles, les ravageurs dans les cultures. Et donc ça, je vous en parlerai plus tard. Mais on a été abordé collectivement avec mes collègues pathologistes par les producteurs d'insectes qui se posent des questions. Pourquoi mon insecte meurt un peu plus vite? Il n'arrive pas à compléter son développement. Et nous, on s'est retrouvés aussi démunis parce que ce sont des nouveaux modèles pour nous. On ne les connaît pas très très bien. On doit changer de travailler. Comme l'a dit Christophe au départ, les insectes, c'est beaucoup plus diversifié que les mammifères. Donc c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de travailler qui travaille sur une souris, de travailler sur un perroquet. On ne connaît pas les maladies des uns et des autres. Au niveau vétérinaire, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a des nouveaux programmes scientifiques qui étudient ces maladies associées à ces insectes en particulier. Ce qui a été problématique chez les insectes, c'est des virus, par exemple, qui ont tué des fermes entières de criquets, qui ont dû être reconvertis sur d'autres insectes. Ça a été le cas aux États-Unis sur les fermes de criquets. De grillons, s'il te plaît. De grillons. Donc ça, on y travaille. Et on essaye justement de connaître les mécanismes de transmission de ces maladies. Voilà, et puis il y a la problématique aussi des transmissions substrat-insectes. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui commencent à s'intéresser au fait que si un substrat est contaminé, par exemple Escherichia coli, qui est la bactérie la plus fréquente, on va dire, dans les contaminations alimentaires, est-ce que les insectes sont capables de décontaminer le substrat et n'accumulent pas dans leur tube digestif? Parce que quand on mange un insecte, on mange son tube digestif avec, contrairement à une vache, on l'a mis sur le côté. On le mange avec. Et donc, est-ce que dans le tube digestif de l'insecte, il y a réellement une décontamination ou est-ce qu'au contraire, il y a une concentration de ces bactéries-là? Alors, on commence avec les bactéries classiques. Je parle de bactéries, on pourrait parler de virus ou même de parasites, de vers ou autres, classiques qu'on connaît déjà dans les élevages classiques, mais pour lesquels on a aussi à l'esprit qu'on risque de se retrouver dans des situations qui sont différentes de celles qu'on avait avant. Donc des situations nouvelles. Et là, il y a toute l'analyse de risque qui est mise en place. Donc à ce niveau-là, moi je dirais qu'en Europe, on est plutôt hyper sécurisé, plutôt trop sécurisé, à cause entre autres de la crise de la vache folle et puis de la médiatisation des problèmes sanitaires. Vous avez deux enfants qui ont une diarrhée dans une cantine, ça fait le premier titre des journaux. Donc ça va assez vite, ce qu'on appelle les TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives. C'est extrêmement médiatisé, sauf quand c'est des graines bio, mais sinon c'est très médiatisé. Donc il y a cet aspect-là. On a beaucoup de pharmacovigilance chez nous, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais de surveillance, de prévention. Et ça pose aussi le problème des résidus des insectes. C'est-à-dire que quand on élève des insectes, on récupère l'insecte en lui-même, mais on a aussi ce que les gens de la technique appellent les frasques, qu'on pourrait appeler les fientes, qui sont le substrat dans lequel est élevé l'insecte, qui a été transformé par les insectes. Il faut bien en faire quelque chose. Et donc on l'utilise en fertilisant. C'est plutôt un fertilisant de bonne qualité. Mais ce fertilisant de bonne qualité, s'il est bourré de bactéries ou de virus, ce ne sera pas bon non plus. Donc la sécurité, elle se fait vraiment à tous les endroits de la filière. D'autres questions? Ici, j'ai une question un peu, je sais pas, déjà à l'entomologiste, vous disiez les insectes sont des animaux, et si on arrivait à trouver le moyen de
d'en faire manger aux véganes, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de système nerveux, mais ils en ont un, j'imagine. Bien sûr qu'ils en ont. Ouais. Voilà. Donc, et à quel moment... pour de vrai, c'était une vraie question. Hein. Et à quel moment... Je sais qu'il y a c'est aussi une question qui intéresse les chercheurs, l'utilisation des animaux dans la recherche. Et à quel moment le comité éthique s'intéresse à la question de l'insecte? Parce que je sais que, par exemple, les poissons, je crois, depuis très récemment... il y a une législation qui vous saurez mieux l'expliquer que moi. Quand j'ai fait ma thèse il y a fort longtemps, la directrice du laboratoire m'a demandé de me pencher là-dessus parce qu'on devait déclarer les collections d'insectes vivants qu'on avait dans notre laboratoire. Et donc la préfecture m'a répondu très rapidement, les insectes sont du matériel, ce ne sont pas des animaux. Merci. Est-ce que vous pouvez me l'écrire, hein, parce qu'on a reçu la lettre, le fax à l'époque peut-être, qui le disait. Ça a bien changé ça depuis. Ça veut dire que tous les animaux, tout ce qui fait partie des animaux, maintenant sont contraints par ce que vous avez ici. Quand ce sont des animaux d'élevage, ce sont des animaux sauvages, il n'y a pas les mêmes types de contraintes. Et quand c'est des animaux de laboratoire, les contraintes sont encore plus importantes. En termes de nombre, on utilise la rationalisation, c'est-à-dire qu'on doit prouver qu'on a besoin de tant d'animaux, etc. Alors ça fait rêver un peu nos collègues de l'INRA quand on dit bah non, on va faire 3, 4, 5 répétitions avec nos insectes, et puis eux ils disent ah non, moi quand j'en ai déjà fait une avec mes souris, j'ai tellement d'embêtements que surtout j'en fais pas 2 ou 3 autres. Pour l'instant, on n'a pas cette législation au niveau des animaux de laboratoire, des insectes de laboratoire. En revanche, on a d'autres législations qui sont des législations sur l'utilisation du vivant. Ça veut dire qu'à partir du moment où on utilise du vivant, et dans toute la catégorie du vivant, on a des règles éthiques, mais c'est surtout des règles de biosécurité, de non-échappement, de non-invasion, de surveillance à l'extérieur. Si on a un insecte qui est nuisible, on doit faire 1 tente, 2 tentes, 3 tentes dans une salle fermée de notre laboratoire pour montrer que ça ne va pas s'échapper, et on doit se changer entièrement en rentrant et en sortant. Sur l'aspect élevage, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui travaillent sur l'aspect bien-être animal. Alors, le problème, c'est d'avoir une mesure de la sensibilité des insectes. Là, je vais utiliser quelqu'un de la... Est-ce que, Claudio, tu peux nous donner 2-3 petits indices là-dessus sur la sensibilité des insectes et ce qu'il faudrait faire en sorte pour respecter le bien-être animal? Oui, je pense que tu parles de la douleur, surtout. Oui, voilà, et la donc, douleur. Pour l'instant, on a autant d'évidence comme quoi ils pourraient sentir la douleur que d'évidence qui montrent qu'ils sont insensibles à la douleur. Donc, on est finalement dans une discussion sans fin. Donc, la seule manière, c'est d'avoir appliqué de bonnes méthodes pour éviter au maximum le stress et essayer de les maintenir dans les conditions où ils se trouvent dans la nature, idéalement. Évidemment, un élevage où on a des millions d'insectes tassés dans un petit espace, ça ne correspond pas à la nature et ça ouvre toute une nouvelle dimension de bien-être qui, bon, tous les scientifiques commencent à s'intéresser, mais qu'on n'a pas encore des repères pour établir exactement quelles sont ces conditions. Ouais, et puis alors, dans le bien-être, hein, il y a plusieurs, dans la définition du bien-être animal, il y a plusieurs catégories, mais il y en a une catégorie, c'est la perception du bien-être. C'est-à-dire que même si un poulet a envie de vivre caché dans un coin, dans un bout de tuyau, on ne tolérera pas qu'un élevage soit fait avec juste des bouts de tuyaux dans lesquels les poulets pourront se mettre. L'exemple particulier, c'est les porcs. Un porc, c'est la même espèce que le sanglier, ça vit la nuit. Normalement, les élevages de porcs devraient être complètement obscurs. Un porc, ça n'a pas besoin de lumière. Et pour des questions de bien-être animal et de perception du bien-être animal, on oblige à avoir des fenêtres. Hein. Et c'est plus la perception que la psychologie de l'animal en lui-même. Si on lui donne l'occasion de le faire, le porc, il ira plutôt à l'obscurité. Donc il y a aussi tout cet aspect-là. Et le fait que les insectes soient très différents les uns des autres, hein, donc mon collègue disait il y a l'élevage de masse, mais évidemment les insectes qui sont les plus propices pour cet élevage-là sont des insectes qui supportent la socialité. Dès que vous en mettez 2, qu'il y en a un qui bouffe l'autre, on ne va pas faire un élevage avec ça. Hein. Et donc ça veut dire que les filières ont par défaut mis en élevage des animaux qui étaient capables de le supporter. Et des fois, la larve se comporte différemment de l'adulte. Ça veut dire qu'il faut aussi un milieu de vie différent pour les larves et pour les adultes. Alors, en gros, on a un truc que les physiologistes ont inventé, qui est la reproduction est une fonction de luxe. Ça veut dire que la reproduction ne se passe bien que si l'animal a rempli toutes ses autres fonctions. Et donc, s'il se reproduit, ça veut dire qu'il est en bonne santé, qu'il est bien au niveau comportemental, qu'il est bien au niveau nourriture, qu'il est bien au niveau tout ce que vous voulez. Bon, après, on va utiliser cette définition comme bon nous semble. Mais en gros, quand ça va bien, ça va bien. C'est le jour où ça va mal qu'il y a un problème.
Et on sait mesurer des problèmes, on ne sait pas mesurer des choses qui vont bien. Et a fortiori pour les animaux d'élevage. Hein. Vous savez comment on définit le bien-être animal par le non-mal-être animal. Hein. C'est pas évident. Hein. En termes de... Et puis la perception qu'on en a aussi. Donc oui, il y a des études qui sont faites dessus. Et la mise à mort est aussi quelque chose qui est très travaillé au niveau des élevages. D'abord parce qu'il y a un côté un peu vertueux. C'est-à-dire que les gens qui élèvent des insectes veulent se proposer comme étant des gens qui élèvent des animaux de manière alternative. Ils ne veulent pas surtout être dans le cadre des éleveurs de poulets de masse. L'élevage de dindes que vous voyez en bas, ça n'existe plus, ça, maintenant. C'est une photo que j'ai prise dans les années 90, où les dindes sont pas tellement serrées, hein, parce qu'en fait, vous pouvez marcher entre chacune, mais en fait, elles ne voient jamais la lumière du jour, et on les éclaire et on les éteint en fonction de ce qu'on a envie qu'elles mangent. Donc ça maintenant, ça n'existe plus. Mais ce type d'élevage et ces représentations d'élevage existent toujours dans la tête des gens. Et donc, il ne faut pas donner cette image-là non plus. Hein, cette image de caisse en plastique, cette image d'odeur. Quand vous voyez des photos d'élevage d'insectes, c'est toujours très propre, c'est toujours très machin. Quand on va visiter, des fois, c'est pas aussi propre que ça. Mais il faut absolument que la filière ait tous les atouts de son côté, parce qu'elle n'est pas encore assez solide pour se prendre un scandale sur la figure. Je reviens au côté médiatique. Une filière qui est très solide, elle arrivera à survivre. Une filière qui n'est pas solide, elle va tomber avec. Hein, donc il y a aussi cet aspect-là, et vous avez raison de le dire, parce que c'est vraiment un aspect qui doit être, alors c'est pas irréprochable, mais c'est réellement alternatif. C'est le mot alternatif qu'il faut utiliser. C'est un élevage différent. Ah ben nous, il nous faut des sous pour faire de la recherche. Donc je vais passer parmi vous avec un chapeau pour faire une recherche sur le bien-être animal. Ben, vous voyez, vous avez un physiologiste qui vous répond, on peut faire des expérimentations, mais on n'est pas sûr que la douleur soit perçue de la même manière. C'est ça le problème. Il y a certains chocs électriques. Parle dans le micro, Claudio. Vous coupez une patte et l'animal continue à marcher normalement. Ah, il ne veut pas parler dans le micro. Donc là, vous avez des indices contradictoires. C'est tellement contradictoire que l'Europe, lorsqu'il a sorti la réglementation pour les animaux de laboratoire, les scientifiques n'ont pas pu arriver à aucune conclusion par rapport à la douleur. Donc l'Europe a fait un sondage où vous pouvez voter quels animaux vous considérez qu'on devrait protéger et traiter de manière correcte. Donc l'abeille, c'est bien sûr sortie gagnante. Et après, les blattes, les mouches, là, personne ne s'intéresse à protéger au bien-être de la blatte. Donc finalement, on manque tellement d'informations. C'est la Commission européenne qui a réuni des spécialistes pour établir des normes justement pour les animaux de laboratoire. Ils ont fait des sondages à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, on demande qu'à avoir l'avis de... Mais si quelqu'un arrive à me définir ce que c'est qu'une mouche heureuse, moi je prends. Hein. Mais pour moi, elle a à manger, elle a des copains, des copines, elle se reproduit. Et en plus, moi, vous avez vu mon histoire de non-reproduction, je les laisse se vivre jusqu'à la fin de leur vie alors qu'elles ne se reproduisent plus. Ça, c'est bien, ça. C'est parce qu'on fait beaucoup d'apprentissage par le... Enfin, c'est pas du tout un jugement. Ouais. D'apprentissage chez les drosophiles, par exemple, par le choc électrique. Ah, on fait aussi des récompenses chez les drosophiles. Je peux le redire là-dedans, mais c'est juste que je sais que dans l'étude du comportement, par exemple, chez les insectes, on fait beaucoup d'apprentissage par le choc électrique. Ça paraît choquant comme ça, mais c'est juste... Donc, c'est dire que juste que quand on ressent... Donc elles ressentent un choc et du coup elles peuvent apprendre quelque chose. On leur dit ça, cette chose-là est mauvaise, donc c'est la mauvaise information. C'est ce qu'on appelle l'aversion. Mais on utilise, enfin moi, on va de temps en temps dans des congrès où les gens parlent de comportement animal sur des insectes et c'est plutôt la récompense qui est utilisée. Ouais. Donc on a un morceau de sucre, on a accès à un accouplement, on a des congénères ou autre chose et on utilise plutôt pour conditionner les animaux, on utilise plus la récompense que l'aversion. Ouais. Ouais. Même si on médiatise plus facilement l'aversion. Non, mais c'était même pas une histoire de médiatisation ou quoi que ce soit. C'est juste que ça veut dire quelque chose sur le cerveau des insectes. On utilise souvent des plaques chauffantes aussi. Et on regarde à partir de quelle température l'animal recule, s'il est capable de reculer. Hein. Il y a des insectes qui n'ont pas de marche arrière. Hein. Ils vont que dans un sens. Une chenille, par exemple, ça ne peut pas reculer. Hein, donc il faut que ça fasse demi-tour. Et donc on utilise des plaques chauffantes et puis on regarde à partir d'un certain moment, ils s'arrêtent. Et on se dit, c'est là que... Là, puis alors après on les met plus loin sur la plaque chauffante, puis on met un peu de piment, et puis on reprend, on en demande un autre.
Déjà, on se pose ces questions-là du bien-être animal chez les insectes. C'est une question qui est de toute façon, c'était dans ma liste. Hein. C'était le premier. Mais déjà, on se pose cette question. On n'a pas les réponses, mais déjà, rien que le fait qu'on se pose cette question-là, il y a 150 ans, je pense que ces questions-là, par rapport aux animaux d'élevage, on ne se les posait pas. Il y a 10 ans, ça suffisait. Oui, et aujourd'hui, on commence à avoir des questions par rapport aux mammifères. Et alors, on peut anticiper sur les insectes. On est obligé, puisque c'est un animal d'élevage, vous avez le package. Vous ne pouvez pas choisir en disant tiens, moi, je ne vais pas m'occuper de la mise à mort, de la biosécurité puis de la traçabilité. Je vais m'occuper de tous les autres. Non, vous avez le package, vous avez le all inclusive. Vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est un animal. Et il y en a beaucoup qui disent on aurait préféré que ça reste une culture. On aurait fait comme des bactéries. À l'origine, les gens qui cultivaient des insectes, on utilisait le mot culture, c'était des gens issus de la biotechnologie. C'était des gens qui fermentaient, on appelait ça un biofermenteur. Et parce qu'on mettait 10 grammes d'insectes, et au bout d'un mois, on en récupérait 2 kilos. Et donc, on raisonnait comme ça. Et maintenant, on n'a plus le droit. En Europe, on n'a plus le droit. Ça aussi, c'est une révolution. L'insecte est un animal. Vous n'avez plus le droit de dire « je considère que c'est une culture ». C'est sans doute un pas en avant à ce niveau-là. Y a-t-il d'autres questions dans le public ? Ça commence à se dire on aurait dû faire une dégustation, mais on n'a pas le droit. Alors, vous avez vu le locuste, hein, le grand criquet. Si vous voulez le faire consommer entier, vous êtes obligé d'enlever les pattes et les ailes. C'est marqué dans la loi. Si vous en faites de la poudre, vous pouvez le vendre sous forme de poudre entier, mais si vous voulez le faire consommer, il faut enlever les pattes et les ailes. De quelle manière sont tués ces animaux ? Ou mis à mort ou je ne sais quel terme employer. Alors, si on veut les conserver entiers, c'est pas pareil que si on veut les conserver en poudre. La plupart du temps, c'est la congélation qu'on utilise. Dans les élevages de masse, ils ont des refroidisseurs. Et donc, c'est dans les refroidisseurs, ce qui permet aussi d'avoir des insectes beaucoup plus friables au moment du broyage. Donc, la mise à mort se fait avec de la congélation. C'est ce qu'on utilise aussi dans les abattoirs pour poissons. Dans les abattoirs pour poissons, il y a des tunnels réfrigérants. Et l'animal est en fait un poisson qui passe au froid. Il passe en léthargie. Alors après, il y a des tests qui sont faits au niveau des hormones et autres pour voir s'il est vraiment endormi. Alors pas sur chaque poisson, hein, mais au niveau expérimental. Et donc, les poissons sont anesthésiés aussi par le froid. Ce que ne sont pas les volailles ou les porcs, qui sont la plupart du temps électrocutés. Donc, c'est d'autres types d'euthanasie, de mise à mort. Mais pour l'instant, la communauté européenne attend le meilleur moyen de mettre à mort les insectes pour que ça devienne une norme. Vous voyez, il y a des insectes qui sont sous forme de larves, il y a des insectes qui sont sous forme d'adultes. Moi, si je prends des adultes de grillons, je les mets dans une bouteille et puis je verse la bouteille comme ça, ils ne vont pas sortir, ils vont être attirés vers le haut. Et donc, tout le transport, la mise en œuvre, on va dire le process, va être différent parce que les animaux sont différents. Alors qu'une dinde et un poulet, ça s'abat de la même manière. Donc, c'est à inventer. Et puis, il faut aussi que la mise à mort soit compatible au niveau sanitaire. Il ne faut pas non plus que ce soit un traumatisme tel pour l'insecte qu'il y a à ce moment-là un choc toxique ou autre chose qui se passe à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas exclu non plus. Il y a beaucoup d'insectes qui se défendent comme ça. Quand ils sont stressés, ils fabriquent des toxines ou ils concentrent des produits qui ne sont pas forcément voulus dans l'alimentation des humains. Alors, pas pour ceux qui sont là, mais ça n'exclut pas ce type de mécanisme un jour ou l'autre. Vous avez toujours envie de manger des insectes ? Y a-t-il d'autres questions ? Peut-être la dernière par rapport à ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas évoqué du tout les résistances. Je dis peut-être une dernière par rapport à ce que vous venez de dire justement. Vous n'avez pas du tout évoqué les résistances psychologiques, socioculturelles à la consommation d'insectes. Je l'ai évoqué dans le sens où c'était la médiatisation, c'était mon petit truc médiatique en bas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis que les filières qui se montent à partir des insectes essayent d'être le plus vertueuses possible. Alors, pour des questions de législation, pour des questions d'économie, ce qu'on appelle maintenant l'économie, c'est-à-dire le fait d'avoir la préservation de l'environnement et puis d'en gagner un petit peu d'argent, mais c'est aussi pour des questions d'acceptabilité sociétale. C'est-à-dire que les gens, si tout d'un coup, toute la salle là, va sur Facebook ou son équivalent plus moderne et puis dit qu'il ne faut surtout pas manger d'insectes parce que M. Bressac il a dit ceci ou cela, ça fait boule de neige et ça ruine complètement la production d'insectes en Europe. Vous traduisez en polonais et puis en lituanien et c'est bon, vous avez ruiné le truc. Donc c'est une filière qui est suffisamment fragile pour
pas pouvoir se permettre d'avoir une médiatisation négative. Et on fait venir des ministres, et on inaugure, et on lève des fonds, et c'est fantastique. Alors, certains d'entre vous, il faudra leur dire « Oui, les insectes, c'est très bon pour l'environnement. » Puis après, je me tourne de l'autre côté. Vous vous rendez compte qu'ils ont levé 16 millions d'euros. Et puis après, vous vous rendez compte qu'ils ont réussi à mettre 3 ministres de bords différents dans la même, etc. Chacun a son argument. Hein. Mais cet argument-là, il faut qu'il reste positif. S'il y a des arguments négatifs, la filière qui n'est pas viable économiquement, elle disparaît. Techniquement, ça marche comme ça. Hein. Donc ça veut dire que l'outil réglementaire est en place, au moins partiellement. L'outil industriel n'est pas encore en place. Hein, et l'outil médiatique marketing, il est fragile et il faut qu'il se fasse sa place. Et quand les insectes seront consommés, par exemple, à, je vais dire n'importe quoi, à 4% dans l'alimentation des Français, on pourra se dire c'est bon, c'est bingo. Ça fait pareil que pour le bio dans les années 80. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne misaient pas dessus, parce qu'ils disaient on est à 1%, ça coûte beaucoup plus cher, la population n'a pas envie de manger ça. Et puis il y en a qui ont misé dessus, le marché s'est développé, puis maintenant le bio, vous le trouvez comme les autres. Hein, c'était assez anecdotique, il y a une vingtaine d'années, les rayons bio dans les supermarchés, c'était un peu un pari, et ce n'était pas rentable. C'est-à-dire qu'on payait les éleveurs pour faire du bio. Maintenant, de plus en plus, on a un modèle économique qui tient debout. Alors le modèle économique insecte, il tiendra peut-être debout. J'espère. Est-ce que je peux avoir une dernière question? C'était ça. On vient de finir la COP26. Oui. Avec le bilan carbone de la planète qui est désastreux. Ouais. Donc, est-ce que si on payait le soja au vrai coût carbone qu'il a, est-ce que du coup les insectes produits en France, par exemple, deviendraient rentables? Alors, le problème du soja, c'est qu'il n'y a pas de subvention dessus. C'est-à-dire qu'on le paye déjà plus cher que ce qu'il devrait coûter, dans le sens où on est dans une économie de marché et le plus grand consommateur de soja qui vient d'Amérique du Sud, c'est la Chine. Et donc c'est la Chine qui décide du prix du soja. Hein, donc quand ça augmente, ça veut dire que simplement les Chinois en ont plus besoin. Et les Chinois qui mangeaient 10 grammes de viande par semaine il y a une quarantaine d'années, maintenant ils se sont mis à manger de la viande. Et en plus ils sont de plus en plus nombreux. Donc il faut bien qu'il y ait une victime à ce niveau-là, un bouc émissaire. Et donc en fait cette économie de marché, elle est basée sur des aspects qui sont des aspects de concurrence et d'exclusivité en quelque sorte. Et ce que l'Europe cherche à faire, c'est avoir un plan protéines dans lequel l'Europe pourrait sortir de cette dépendance au soja, qui est vraiment une dépendance économique, mais qui est aussi une dépendance alimentaire, pour pouvoir avoir d'autres types de protéines forcément plus diversifiées, donc sortir d'un modèle unique pour avoir des modèles qui sont plus diversifiés, et avoir en même temps une empreinte environnementale qui soit plus faible. Le problème, c'est que le soja, ça marche bien pour l'azote, c'est-à-dire que c'est un bon protecteur de sol, que ça permet d'utiliser moins de fertilisants. Pour le carbone, ce n'est pas un bilan carbone si désastreux que ça, parce que finalement, la rotation du soja fait en sorte qu'il y a beaucoup de carbone qui se retrouve dedans, de captation de CO2, simplement que vous avez eu l'interculture, il n'y a pas de racines. Donc quand vous remplacez une forêt par du soja, peut-être que vous captez autant de carbone, mais vous le redécaptez au fur et à mesure. Donc vous ne le stockez pas. Ça n'est pas ce qu'on appelle un puits de carbone. Les cultures annuelles ne sont pas des puits de carbone. A fortiori, les cultures trimestrielles. Hein. Donc ce n'est pas la première priorité. Parce que si on ne mangeait que du soja, on aurait sans doute un impact environnemental sur le carbone, je dis bien que sur le carbone, qui serait moins fort que si on avait des protéines diversifiées qu'il faudrait triturer différemment avec des toutes petites usines. Quand un bateau traverse l'Atlantique, il transporte 30 000 tonnes. Quand un camion arrive de Pologne avec des fèves ou avec autre chose, il transporte 30 tonnes. Et donc, si vous mettez 1000 camions, ça dépense plus qu'un bateau. Et donc, l'impact carbone de la consommation directe de soja, il ne fonctionne que si vous vous dites que c'est du soja issu de la déforestation. Si ce n'est pas du soja issu de la déforestation, ça ne marche pas. Le soja est vertueux pour l'impact carbone. Et ce n'est pas les insectes qui vont permettre de le remplacer. Malheureusement. Après, il y a d'autres choses qui se passent avec le soja qui sont différents. Hein. Mais ça marche bien pour beaucoup de choses, le soja. C'est très efficace au niveau alimentaire. Quand vous donnez 1 kilo de soja à manger à un cochon, il vous fait 800 grammes de cochon. Et vous lui donnez 1 kilo de fèves à manger, il ne vous fait pas 800 grammes de cochon. Donc c'est très efficace au niveau alimentaire, c'est très sécurisé. Le tourteau de soja qu'on importe, ce n'est pas de la graine, c'est du tourteau. Ça veut dire qu'il a déjà été chauffé
Il n'y a pas de salmonelle dedans, il n'y a pas d'Escherichia coli. Alors il est OGM. Il est OGM, mais l'impact environnemental des OGM, on pourrait faire tous les débats que vous voulez, il est minable par rapport à ce que ça peut capter comme carbone et autres. Les OGM, c'est simplement, c'est une volonté de ne pas en avoir. Mais au niveau environnemental, ce n'est pas une catastrophe écologique, contrairement à ce que les gens disent. C'est simplement un choix de privatisation du vivant que beaucoup refusent, et je comprends, mais il ne faut pas mettre des arguments environnementaux derrière la production d'OGM. Il faut mettre d'autres types d'arguments. D'ailleurs, le maïs qui est cultivé en Espagne, de l'autre côté de la frontière, il est OGM. Et on ne va pas hurler sur l'Espagne qui cultive du maïs OGM. Enfin, allez-y si vous voulez. Mais... Donc c'est un argument, en quelque sorte. Donc c'est plus complexe que ça. Déstabiliser un truc qui marche bien, toute la construction environnementale de l'agriculture française, c'est basé sur la consommation de soja par les animaux d'élevage. Tous les modèles qu'on appelle les modèles d'analyse de cycle de vie, si vous utilisez la base de données qui s'appelle Agribalise, c'est en accès libre sur Internet, c'est une base de données qui vous permet de calculer l'impact environnemental de ce que vous mangez. Et bien, tout est basé sur la consommation de soja, d'importation. Parce que c'est notre degré zéro, en quelque sorte. On est parti de ça, on a commencé à calculer avec ça. Alors maintenant, il faut d'autres modes de calcul, mais il ne faut pas aller trop vite en se disant, puisqu'on va remplacer, ça va être mieux. Oh là, c'est le coup de la voiture hybride. Hein. Ça s'appelle un boomerang. Vous le lancez, vous attendez, et plaf, vous le reprenez en pleine figure un peu plus tard. Hein, ou de l'éthanol. Hein, il n'y a qu'à mettre de l'éthanol dans les voitures. Formidable, il vient d'où l'éthanol? Il vient de la canne à sucre du Brésil. Oh ben zut, alors je ne voulais pas de soja. Et on va déforester pour mettre de la canne à sucre. Il ne fallait pas le dire. Vous voyez, c'est ce problème dans l'environnement, hein, c'est qu'on pousse un truc et puis on pousse un autre. Je ne veux pas être pessimiste, mais il faut bien comprendre comment ça marche avant de déstabiliser un truc qui fonctionne. Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'on est... Ouais, on est bien. On va se faire mettre dehors. Voilà. Après, l'ascenseur, il ne marche plus. Hein. On est obligé de rester là, mais je n'ai pas d'insectes à consommer, je suis désolé. Bon, moi, je vous remercie beaucoup. Merci.